Buffy en reine des sardines, des cadavres qui disparaissent et un pacte du silence qui dure qu'1 an. Aujourd'hui, on parle de Souviens-toi l'été dernier. Ne jamais croiser les ennemis. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. C'est vraiment un gros tas de merde. Bonjour à tous et bienvenue dans Pizza Nanar. Comment tu vas, Franck? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super. C'est la première fois qu'on traite d'un film plus ou moins d'horreur, on va dire un slasher. Bah, c'est un film d'horreur, un slasher c'est un sous-genre du film d'horreur. C'est un film d'horreur de l'époque et je trouve que pour l'époque d'aujourd'hui, comparé à ce qu'on voit en film d'horreur, on en est loin, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir plusieurs fois. Oui, alors après c'est un film d'horreur pour ados, hein. C'est faut remettre les choses en place aussi, quoi. Alors, dans le dernier épisode, je disais qu'on avait terminé avec les blockbusters de l'été et quelque part, c'était un peu vrai. Cependant, Franck a fait du lobbying là pour vraiment que je puisse qu'on puisse parler de Souviens-toi l'été dernier, parce que pour les gens qui l'ignorent, comme beaucoup de personnes, j'imagine, il y a un nouveau Souviens-toi l'été dernier qui est sorti en début d'année. Enfin, non, là, c'est début de l'été, je voulais dire. Ouais. C'est ça. Il est resté seulement deux semaines à l'affiche en France, donc personne n'a pas eu le temps de le voir. J'ai toujours pas vu, mais on a voulu rebondir un peu sur la sortie de ce Souviens-toi l'été dernier pour parler de notre premier film d'horreur dans le podcast, dans l'émission. Moi non plus, j'ai toujours pas vu le dernier. Par manque de temps et puis le fait qu'il soit pas resté assez longtemps au cinéma. Puis je l'ai pas trouvé sur des plateformes un peu obscures. Donc je voulais le voir pour le podcast et donner mon avis dessus, mais non, pas pu le faire. Ouais, j'ai encore cherché cette semaine, il y avait rien non plus. Ouais. Non, ouais, c'est assez bizarre d'ailleurs. Comme quoi le film a vraiment pas marché. Ouais, j'ai même pas regardé les stats box-office du nouveau volet, mais je sais pas vraiment si ça. Moi, j'avais vu la première semaine, c'était assez catastrophique. C'était un des derniers films de la semaine. Ouais, il était tout en bas du classement, mais vraiment, c'était pas grand-chose, quoi. Bon, bah, du coup, on va pas parler de celui de 2025, mais celui de 1997. Avant qu'on entre dans la partie technique, je voulais savoir quand est-ce que t'as vu ce film et dans quelles conditions pour la première fois, Franck? Alors moi, je l'ai pas vu en 97 parce que j'étais un peu jeune pour le voir. Je l'ai vu quand j'étais plus ado. Je l'ai vu à la télé, ce film, en deuxième partie de soirée. À l'époque où on passait encore des films d'horreur à la télé. Ouais, c'est ça. J'ai regardé un film, puis j'ai regardé celui en deuxième partie de soirée, et puis c'est comme ça que je l'ai découvert. J'en avais quand même des souvenirs, mine de rien. Pas forcément très bon tout, mais j'avais quand même des souvenirs du film. Après, j'ai plus de souvenirs du premier Scream, qui est de la même époque. Enfin, on en reparlera puisqu'il y a eu un peu une baston. Souviens-toi l'été dernier, Scream à cette époque-là. Bah, le film a clairement surfé sur le succès justement de Scream. Donc oui, clairement. De toute façon, les deux films sont plus ou moins liés. Hein. Sans Scream, il y a pas Souviens-toi l'été dernier. Hein. Oui. Et puis en fait, Scream et Souviens-toi l'été dernier marque le retour des slashers au cinéma à cette époque-là. Du coup, c'était un événement, c'était le retour des slashers, c'était tout ça, tout le monde se précipitait pour aller voir ces films-là. Après, il faut savoir que Scream, c'est quand même Wes Craven qui réalise, donc c'est pas n'importe qui, quoi, c'est pas un manchot. Alors que Souviens-toi l'été dernier. Alors, pardonnez-moi ma voix parce que j'ai un peu la voix cassée, je ressors de 4 jours de festival. C'est un peu dur. Franck a trop crié, voilà. Ouais, trop crié, trop de pogo, trop de tout en fait, mais Donc ouais, bah c'est ça. Moi écoute, j'avais très peu de souvenirs du métrage. Honnêtement, je pense que je l'ai vu une fois ado et tu sais ce genre de séance que tu regardes avec les potes et les copines et que tu regardes pas vraiment le film en fait, honnêtement. Donc j'en avais pas beaucoup de souvenirs, quelques images par-ci par-là. Donc c'était une redécouverte pour moi aussi. Et effectivement, j'avais beaucoup plus de souvenirs de la saga Scream, honnêtement. Bah puis la saga elle continue toujours aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont refait un Souviens-toi l'été dernier. Parce que Scream a sur la vague de Scream 7, ouais, c'est ça. Il y a eu Scream 5, Scream 6, il y a Scream 7 qui arrive. C'est pas le 7 qui était sorti cette année? Non, c'était le 6 je crois qui est sorti. Donc l'an dernier, je sais plus, mais ouais, ils ont relancé la saga Scream avec ça. Enfin, ils ont continué la saga Scream.
Du coup, je pense qu'ils ont voulu surfer un peu sur Souviens-toi l'été dernier, qui était quand même un gros succès. On en parlera après. Ouais. Mais c'était un gros succès, ce film-là, quand même. Mais, c'est vrai que tu vois, cet été, c'est la deuxième, comment dire, saga d'horreur qu'on a essayé de faire renaître de ses cendres. Il y en a une qui a fonctionné, c'est Destination Finale. Oui, que j'ai vu. J'ai vu le dernier Destination Finale et alors je vais donner mon avis tout de suite. C'était vachement bien, j'ai bien rigolé, c'était très drôle et très inventif. Je pense qu'on fera un épisode sur la Destination Finale. Oui, Donc moi je reparlerai du dernier du coup un peu plus longuement. Je sais pas si toi si tu l'as vu le dernier. Je l'ai toujours pas vu, j'en ai entendu du bien aussi et je sais qu'ils ont déjà commandé une suite. C'est Warner, je crois, qui est à la barre derrière. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, donc je sais qu'ils ont déjà commandé une suite pour le coup. Visiblement, Ouais, ça a bien fonctionné, quoi. celui-là a très très bien marché. À l'inverse de Souviens-toi l'été dernier. Ouais, contrairement à Souviens-toi l'été dernier. Donc ouais, bon, il y a des moments ça marche, des moments ça marche pas les revival, mais alors faut savoir aussi que le dernier Souviens-toi l'été dernier, ça a l'air d'être une suite. Ok. Puisque une des actrices principales des trois premiers revient dans celui-là. Donc Jennifer Love Hewitt revient dans le dernier. Donc ça a l'air d'être plutôt une suite plutôt qu'un reboot, mais version 2020, Ouais, 2025. d'accord. Ok, bah je voulais savoir déjà, Franck, si toi t'avais des notes sur le réal, t'as commencé à l'évoquer, donc j'imagine que t'as 2-3 trucs à nous dire sur le réalisateur. J'imagine rien de positif pour le coup. Bah alors le réalisateur c'est Jim Gillespie, je sais pas trop, non Gillespie, pardon, Gillespie, je sais pas trop comment. Disons Gilles. Ouais, disons Gilles. Bah lui c'est un réalisateur qui, bah, c'est son premier film. Souviens-toi l'été dernier, d'accord. donc Ça explique voilà. beaucoup de choses. C'est son premier long métrage et puis il a refait quelques films après, mais je crois que c'est 3 ou 4 films qu'il a refait. Et en fait, il a rien fait d'autre après ces 3 ou 4 films qui sont, ça a l'air d'être des films de série B. Je connais pas les noms des acteurs, je connais pas le nom des films, rien du tout. Donc ouais, c'est pas le réalisateur le plus prolifique d'Hollywood, à part sur ce film-là où bah il a quand même bien marché. En plus, ils ont été chercher un gros casting, on en reparlera après, mais il y a quand même Sarah Michelle Gellar et Jennifer Love Hewitt qui étaient des actrices qui marchaient très bien avec les séries. Ok. Donc Oui, bah oui, voilà. c'est vrai. Ouais. Ouais, non, c'est Je pense qu'on aura beaucoup plus de choses à dire sur le casting que sur le réalisateur. ouais, Moi, c'est j'ai ça, déjà ouais. une trivia à caler là, c'est un peu drôle parce que du coup, j'imagine que c'est un réalisateur qui a pas été revu parce que j'imagine que le succès critique a pas été très au rendez-vous. Le succès public, forcément, a été beaucoup plus. Mais il faut savoir, en fait, que c'est une adaptation. Souviens-toi l'été dernier. À la base, c'est un roman. Oui, j'ai vu ça, que c'était un bouquin, je savais pas du tout, moi. C'est un bouquin de Lois Duncan et elle a pas du tout aimé le film parce qu'à la base, c'est plutôt un livre de thriller psychologique, ce qu'on a du mal à ressentir dans le métrage, honnêtement. Oui, complètement. Et en fait, si tu veux, on en parlait tout à l'heure de Scream, mais le scénario, il l'avait depuis un moment. Et en Bah, fait, c'était écrit avant Scream. c'est ça. Et Mais suite le au film est succès de sorti Scream, après, ils l'ont tourné en slasher. Ils se sont dit, bon, on pourrait se servir de ce scénario pour en faire un genre de slasher, qui était pas du tout le projet à la base, en fait. Hein, donc. J'aimerais bien lire le bouquin, du coup. Ça m'a intrigué ce que tu viens de dire, parce que du coup, je pensais que le bouquin était écrit comme ça et Donc visiblement, ça n'a rien à voir, quoi. Donc ça a juste été D'accord. tourné pour en faire un Scream-like, et du coup, l'autre Ouais. ça a détesté, quoi. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, au niveau de son style et de sa signature, c'est pas un réalisateur avec un style très reconnaissable. D'ailleurs, je trouve que le film fait très épisode de série télé. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est justement une façon de parler des films que je trouve où l'image est moche et c'est pas ouf. Et je trouve on dirait un téléfilm. Honnêtement, on dirait un téléfilm. Hein. Ouais. Bah après, il y a une bonne maîtrise du rythme quand même et de l'atmosphère. Mais ouais, c'est pas dans la fulgurance. Il y a des hauts et des bas. Mais oui, il y a ouais. des hauts et des bas. Mais c'est pas dans la flamboyance, dans la fulgurance. Non, C'est très série télé pour le ouais, coup. c'est contenu. Voilà, Ouais, c'est le mot difficile à dire, mais c'est vrai. Hein, c'est du contenu pour remplir un truc. Un pour l'époque, calendrier. on parlait pas de contenu, mais. Mais aujourd'hui, ça serait clairement un truc qu'on pourrait voir sortir sur Netflix et on serait pas étonné. Ouais, et le pire, c'est que ça marcherait, je pense. C'est possible. Hein. Ouais. Je sais pas parce que tu vois les standards de ce qui fait peur a beaucoup changé et je trouve qu'on le voit beaucoup, tu vois, là, ça va faire 30 ans ce film. Bon, ça va un peu moins, tu vois, il y a 28 ans. Ouais. Et ça se voit que les standards de ce qui fait peur et ce qu'on peut montrer a bien changé. Et ça m'a fait penser un peu à Jurassic World. Pour le coup, je me suis dit, peut-être qu'ils avaient raison à une petite partie, parce qu'effectivement, si ça faisait peur il y a 30 ans, ça a bien changé. Ouais, carrément. Bah oui, les standards ont carrément changé, que ce soit la manière dont est construit le film ou réalisé. Et c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui ont changé en 28 ans de temps. Bon, je pense qu'on peut passer au casting. Ouais. Ouais. Beaucoup de choses à dire, j'imagine. Je suppose que tu vas commencer par la principale.
Bah ouais, on va commencer par Jennifer Love Hewitt, qui est la star montante du petit écran à cette époque-là. Donc elle a joué dans La Vie à 5. Elle incarne la bonne élève Julie, qui est torturée par ce qui s'est passé dans le film. On en reparlera tout à l'heure. C'est un rôle taillé pour elle. Elle est angoissée, pleine de remords. Elle est capable de crier en pleine rue. Cette scène, elle me fait mourir de rire. Ils sont pas très discrets. De manière générale, dans le film, ils cachent pas beaucoup le pacte. Ouais, non, il cache pas beaucoup le pack. Et puis en plus, elle lâche un peu tout comme ça en mode what the fuck quoi. Et du coup, elle sera aussi dans la suite. I Still Know What You Did Last Summer. On en parlera de la fin de ce film parce que je pense que c'est une des pires fins que j'ai vues de films d'horreur. C'est très cliché. Ouais. Et elle sera l'héroïne de Ghost Whisperer de 2005 à 2010. Et puis elle est aussi aujourd'hui à la télévision pour 911. Donc une grande actrice de série plus que de cinéma. Elle a fait beaucoup de comédies romantiques dans les années 2000 aussi. Oui. Oui, et puis elle a fait une série sur... Alors attends que je me rappelle. C'était sur sur une prostituée, je crois, ou un truc comme ça. Ok, aucune idée. Ah si, elle a fait une série comme ça où elle était très habillée sexy, machin, tout ça, très sexualisée dans la série. Mais après, ça avait un vrai propos. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors moi j'ai une anecdote parce qu'en fait je regardais toute sa filmo et tout et j'ai trouvé Tonnerre sous les tropiques et je me suis dit comment ça? Ah oui. Et en fait elle fait un caméo dans Tonnerre sous les tropiques lors de la cérémonie des Oscars et je crois que c'est la copine d'un des acteurs justement de Tonnerre sous les tropiques. Ah oui. J'en profite pour dire à tout le monde de regarder Tonnerre sous les tropiques, c'est génial. Ouais, alors après moi je savais pas du tout qu'elle était dans ce film là. Non, on la voit genre littéralement une seconde mais il fallait que je parle de Tonnerre sous les tropiques. Si tu veux on peut enchaîner. Ah oui, juste pour revenir, la série du coup c'est The Client List. D'accord. Oui, d'accord, ouais, je connais. OK. De nom, bien sûr. Oui, de nom. J'ai jamais regardé mais Après le propos était sur la prostitution, tout ça, donc voilà. C'était une série Lifetime à l'époque. Elle a été annulée, je crois, au bout de 3 saisons, quelque chose comme ça, ou la seconde saison. Mais c'était pas folichon comme série, mais on a beaucoup d'acteurs de séries parce que justement la deuxième actrice dont on peut parler c'est Sarah Michelle Gellar qui joue le rôle de Helen Shivers qui est le rôle de la Miss locale qui rêvait de Broadway. Voilà. Bah, c'est la belle meuf quoi. C'est la reine du bal quoi. Alors c'est le cliché américain de la belle meuf de la petite ville de campagne, mais une fois qu'elle arrive dans la grande ville, elle retourne vite au rayon parfumerie quoi. Et on aura le temps d'en parler. Ouais, c'est ça. On sent qu'elle a vite abandonné ce qu'elle voulait faire quand même. Ouais, elle a pas été beaucoup plus loin quoi. Donc pour ceux qui la connaissent pas, tu l'as dit dans l'introduction, hein, mais c'est Buffy contre les vampires. De 1997 à 2003, hein, le rôle culte. Et bientôt le revival de Buffy. J'ai entendu ça. Je n'en peux plus des revivals. Elle devrait revenir. Je me demande si c'est pas Amazon Prime qui veut faire une série Buffy, qui devrait avoir les doigts. Super gage de qualité, merci. Ouais, bref, bon. Elle joue aussi forcément dans Sex Intention en 99. D'ailleurs, ça pourrait être un film du podcast. C'est pas impossible. Il y a 2 personnages du film qui jouent dedans d'ailleurs. Oui. C'est la manipulatrice Catherine justement dans le film. Elle a joué dans Scream 2. Aussi, c'est vrai. Et dans Scooby-Doo. Oui, dans Scooby-Doo, j'allais le dire. Elle a joué dans les Scooby-Doo de l'époque. C'était assez drôle. D'ailleurs, ils vont en refaire un Scooby-Doo. Ah, mais c'est vrai. Je vais faire péter un câble à Julien avec ça. Et sinon, elle a joué aussi dans The Grudge, qui est très très bien. J'adore The Grudge. J'aime beaucoup The Grudge. Je savais pas du tout qu'elle avait joué dedans. Je me souviens plus du tout. Si, c'est la final girl de. D'accord. Moi, en fait, j'ai oublié tous les acteurs. Tout ce que je me souviens, c'est le. Je me souviens que de ça. Ça m'a traumatisé. C'est un des films que j'ai vu au ciné, un des premiers films d'horreur que j'ai vu au ciné qui m'a littéralement traumatisé, ouais. Ouais, alors moi pour la petite histoire sur les films d'horreur, de mon côté, on n'en louait jamais. Mes parents détestaient les films d'horreur. Donc j'en regardais pas et j'avais toujours peur de faire des cauchemars, machin et tout. Et puis un jour, mon meilleur pote parlait beaucoup de films d'horreur et je me suis dit vas-y, je télécharge des films et je les regarde. Ça m'a jamais vraiment fait peur. Okay. J'ai toujours pris les films d'horreur sous un prisme un peu. Ouais, c'est du cinéma. Pas cinéma, mais critique d'une certaine réalité, tout ça. Donc c'est une grosse métaphore de la société d'aujourd'hui ou des trucs comme ça. Du coup, ça m'a jamais vraiment fait peur, sauf quelques films.
dont l'un c'était Sinister. Oui. Celui-là me fait vraiment flipper à chaque fois que je le regarde, c'est pas possible. Alors, si on doit rebondir sur le sujet, moi perso, je suis beaucoup plus difficile avec les films d'horreur dans la mesure où ils me font extrêmement peur. Donc, il y a certains films où moi, tout ce qui est gore, tout ça, il y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est esprit, Ambiance chelou et tout. ça me met très mal à l'aise. Et ouais, donc j'aime beaucoup ça. Je sais reconnaître des bons films d'horreur, mais j'ai du mal à les regarder, comme tu dis, parce que bon, quand je sors de la séance après, il va falloir dormir, et c'est toujours le problème. Mais bon, ça n'a pas été le coup pour ce film-là. Je t'avoue, j'ai pas eu de problème à dormir après avoir vu ce film. Ouais, non, celui-là, t'inquiète pas, moi j'ai pas eu de problème pour dormir non plus. Bon, après je regarde des trucs plus hardcore. On peut enchaîner avec Ryan Phillippe, qui joue le rôle de Barry Cox. Je sais pas si t'as 2-3 trucs sur lui. Moi, j'ai pas grand-chose sur lui. Il a joué dans des films que je connais très peu. Et il jouera dans un film qui remporte un Oscar, qui est Crash de 2004, qui est un super film. Ok. Je crois que c'est si je me souviens bien, c'est un film choral où plusieurs personnages se rencontrent les uns les autres par le biais d'accidents. Ok. C'est pas mal du tout. Ouais, genre Crash. cette vie un peu. Je crois que c'est ça, hein, mais je sais qu'il y a 2 Crash, donc je sais plus lequel c'est. Mais voilà. Mais sinon c'est le mec à la bonne gueule et surtout il jouera dans la série Shooter de 2016-2018 sur un tireur d'élite. Voilà. Après on n'entend pas trop parler de lui, quoi. Il joue le rôle du footballeur bourrin insupportable dans le film. Ouais, il est insupportable, il est bourré et il veut se taper avec tout le monde. Il est amoureux de sa BM. Ouais, il joue dans Sex et Intention, justement, avec Sarah Michelle Gellar, comme on le disait tout à l'heure. Il joue le rôle du séducteur un peu pervers. Ouais. Et aussi, c'est vrai que je le savais pas du tout, mais j'avais oublié, mais il joue le méchant dans La Défense Lincoln avec Matthew McConaughey aussi. Je crois que j'ai jamais vu le film. Il est très très bien. Il paraît, ouais. Et Donc, je l'avais téléchargé, mes parents l'ont vu, moi je l'ai pas vu. Bah écoute, à mettre dans ton backlog, parce que c'est vachement sympa. Ouais, bah je le mettrai dans la liste. Et fun fact sur le personnage, forcément le personnage de Barry c'est le plus détesté du film. Est-ce qu'on est surpris? Bah non, pas du tout. Il joue volontairement un personnage arrogant. Moi, il me fait très penser visuellement dans ce film au chanteur de Sum 41. On dirait le chanteur de Sum 41. Il est insupportable. On peut enchaîner avec le deuxième rôle masculin qui est Freddie Prinze Jr. Ouais, qui joue Ray Bronson. Ouais, Ray Bronson, qui est le bon gars de service, lui il est toujours là pour aider. Le pêcheur gentil. C'est le pêcheur gentil, il avait des grandes visions, mais au final il finira pêcheur comme son père. Il jouera dans, du coup, Elle est trop bien, Boys and Girls, Summer Catch, que des films un peu de seconde zone, mais c'est surtout en tant que doubleur qu'il aura un peu plus de succès. Oui. Il doublera Kanan Jarrus dans la série Star Wars Rebels, oui. Et aussi il doublera dans Mass Effect 3 le jeu. Donc voilà. Petite anecdote, hein, tu sais qu'il est crédité du coup sur Star Wars 9 aussi. Ah oui? Bah en fait, il y a un passage dans Star Wars 9, on entend plein de voix de Jedi et tout, et il a prêté sa voix à ce moment-là où Rey, elle entend tous les Jedi, donc il est crédité à Star Wars 9. Ah si, et maintenant il écrit pour la WWE pour le catch. Ah, super. En fait. Donc il fait de l'écriture pour le catch. Ça va faire plaisir à Victor Bonnefoy. Ouais. Donc il fait ça, ouais. Mais du coup, ouais, il est là-dedans et on le voit plus trop au cinéma aujourd'hui. Voilà. Un petit dernier rôle. Oui. Puisque, en fait, on a Johnny Galecki qui est dans le film et en fait, au début, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment lui? C'est Max, tout à fait. C'est lui, c'est Max. C'est le rôle de Leonard dans Big Bang Theory. Ouais, c'est Leonard Hofstadter dans Big Bang Theory, donc la star de Big Bang Theory, qui est là dans ce film-là et je me suis dit, mais il est pas un peu jeune pour jouer dans ce truc-là, normalement, à cette époque-là. Et en fait, non, il est assez vieux, en fait, quand il joue déjà Leonard Hofstadter. Oui, il a déjà plus de 30 ans. Du coup, j'étais grave étonné de le voir. Bon, il reste pas longtemps à l'écran, mais grave étonné de le voir. Ouais, on peut clôturer quand même avec Muse Watson, qui joue le rôle de Ben Willis. Bon, on spoil un peu, mais c'est le pêcheur, le tueur au crochet. Si vous le savez pas, il joue aussi dans Prison Break en 2006. Il joue le rôle de Charles Westmoreland. Ah, c'est celui qui est depuis le plus longtemps dans la prison. C'est le vieux, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc il joue aussi dans Prison Break. J'ai complètement zappé ce truc, ouais. Okay. Bah ouais, c'est lui qui va devenir la figure iconique de la saga, hein, le crochetman façon 90 là. Ça a pas mal vieilli, honnêtement. Ouais, ça a pas mal vieilli cette partie-là. Après, je sais pas comment ils ont fait ça dans le nouveau. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air intéressant, mais après voilà. Ah, je suis très curieux. Plutôt mal vieilli pour le coup là-dessus.
Petit point box-office vite fait, qu'on soit tous raccord là-dessus. Le film a coûté 17 millions de dollars. C'est rien du tout. Non, c'est modeste, ouais. Teen Horror. En même temps, ça se voit, il y a pas beaucoup d'argent dans le film. Ouais, et il en rapporte 125 millions. C'est quand même pas mal. Ouais, Pour ratio. Et un plus x10. Pour la comparaison avec Scream de la même époque, Scream a coûté 14 millions de dollars, donc encore moins cher, et il en rapporte 173. Ok. Donc c'est quand même un petit échec par rapport à Scream. Mais c'est lui qui a perdu par rapport à Scream, mais Scream a fait en sorte que ce film soit un succès, puisque en fait il a fait revenir un peu le slasher au goût du jour. Oui, donc, ça, en fait, je sais qu'il a fonctionné au box-office parce qu'il y a aussi, il y avait la petite mention par les créateurs de Scream, donc forcément ça a amené beaucoup de public ado. Oui, alors parce que c'est le même scénariste. Oui. Qui écrit le Souviens-toi l'été dernier et Scream. C'est ça qui est intéressant. Donc ouais, non, mais même en France, il a bien fonctionné. Il a fait environ 1,2 million d'entrées, donc ouais, ça a été un bon succès à l'époque. Ouais, assez pour lancer une franchise de 2 suites plus un reboot. Visiblement, Amazon a fait un reboot en 2021. De Souviens-toi l'été dernier. Amazon? Non, ils ont fait une série. Ah bah oui, ils ont fait une série. Ouais, ça, voilà. Mais en fait, ça c'était la mode à un moment dans les fins des années 2010, c'est que ils avaient fait une série Scream. Ils ont fait une série Souviens-toi l'été dernier. En fait, ils enchaînent un peu le truc en fait. Mais si et du coup là, ils ont repris les films Scream au cinéma, ils reprennent le film Souviens-toi l'été dernier au cinéma. Enfin, c'est un peu la guéguerre entre les deux sagas quoi. Il y en a une qui marche toujours plus que l'autre quoi. Ouais, d'accord. Bon, avant qu'on passe au film scène par scène, j'aimerais qu'on dédicace la bière du jour à mon pote Mathieu, qui m'a dit qu'il aimait beaucoup la séquence. Alors aujourd'hui, la bière du jour, c'est une petite brassine, une pale ale, une bière blonde, classique, c'est du 6%. C'est très bien. Je sais pas ce que t'en penses, j'espère que ça te fait du bien à ta gorge. Bah, elle est très bonne. Bah ouais, ça m'adoucit la gorge. Ça me rappelle le cabaret vert de ce week-end. C'est un coup, voilà. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ma foi. Merci. Et puis, si c'est bon pour toi, je pense qu'on peut démarrer par le film. Bah, juste un petit truc sur le slasher, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc, c'est un sous-genre du film d'horreur où un tueur souvent masqué et très rancunier et visiblement très doué à cache-cache traque et élimine un groupe de personnages un par un, souvent des adolescents. Du coup, le schéma classique, c'est que t'as un groupe de jeunes qui sont beaux, souvent très très beaux, américains, qui ont un traumatisme du passé, un accident, un prank qui a mal tourné ou un secret honteux. Un tueur vengeur arrive pour régler leur compte et il les trucide tous avec un couteau, d'où le côté slasher parce que slash. Oui. Et il y a toujours une final girl qui est la survivante et qui donne souvent une morale à l'histoire. C'est souvent la plus intelligente, la plus prude aussi dans la plupart du temps. Oui, bah pour la moralité. Et la plus rapide aussi. Elle court plus vite que les autres. Pour la moralité prude américaine, oui. Mais du coup, il n'y a pas qu'une final girl parce que là, c'est un final couple. Oui. Là, oui. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais souvent, c'est la final girl qui reste du truc. Alors, comme exemple, on a Halloween, la nuit des masques, on a Vendredi 13, Freddy les griffes de la nuit, Scream, on en a parlé. Donc, voilà. C'est ça, le slasher. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Si c'est bon pour toi, on peut démarrer gaiement dans le film. Ouais, vas-y. Allez. Commençons. Allons-y. Alors du coup, on démarre le film sur un générique sur l'océan. Oui, un très beau plan d'hélico parce que forcément à l'époque il n'y a pas de drone, donc c'est un plan à l'hélico qui a coûté cher. Donc ils en profitent, ils le rentabilisent. Les millions ils sont dedans. Alors, c'est un joli survol de la côte. On voit des rochers, de l'océan, le coucher de soleil. Moi je trouve qu'il y a une vibe vachement Twilight, un peu tu sais, on dirait la côte du nord de la Californie. Moi au début je me suis dit ça se passe sur la côte ouest, dans l'état de Seattle, et pas du tout en fait parce que le film il est tourné en Caroline du Nord. Oui, côte est du coup. Mais pour moi, ça ressemble pas du tout à la Caroline du Nord, tu vois, cette côte-là, ce début de plan. Pour moi, c'est tourné dans l'état de Seattle. Peut-être qu'ils l'ont vraiment tourné dans l'état de Seattle. J'en sais rien. J'ai pas regardé les lieux de tournage, mais oui, en effet. Bon, en tout cas, c'est un joli plan. Ouais, on commence par une musique rock. Tu veux rigoler? Moi, j'ai marqué joli plan de drone. Il y a pas de drone, Mais c'est vrai qu'il y avait pas de drone à cette époque-là. C'est un plan en hélico. Donc ça pose une ambiance estivale, on voit il y a une petite musique rock. Bon, le titrage est un peu à l'ancienne, c'est du blanc, blanc sur la mer là comme ça, classique. Oh, ils se sont pas foulés. Non, ils se sont pas foulés. Et on arrive vite sur un bonhomme un mec quoi, qui est au bord de cette falaise.
Ouais, d'ailleurs, On sent que ça va pas, quoi. on a un plan un plan séquence parce que du coup l'avion se rapproche de la route, il survole la route. Quand il commence à survoler la route, la musique commence à changer d'ambiance. On se dit ok, d'accord, il va se passer quelque chose ici. C'est la musique de Tchekhov, voilà, La musique de Tchekhov. sur le virage qui nous intéresse. Et on voit effectivement, on change de plan, on change d'échelle, on se rapproche d'un mec qui est au bord d'une falaise et on sent qu'il a envie de sauter. Ouais, on sent que ça va pas pour lui et Ouais, il boit des bières, il regarde autour de lui, il a un peu peur qu'il y ait des gens autour de lui. Ouais. Ouais, il réfléchit au sens de la vie, il sait pas s'il va rester vivant ou pas. Il y a un insert aussi, un plan d'insert sur un pendentif I Love You. Oui. Un pendentif qui tourne, c'est le pendentif de Tchekhov, celui-là aussi. Il se retourne, il entend quelque chose. Ouais. On voit qu'il s'inquiète. Et bim, on a un cut. Feu d'artifice. Feu d'artifice, on est à la comprend tout ville. de suite, c'est le 4 juillet, on est aux États-Unis, c'est la fête de l'indépendance pour ceux qui le savent pas, c'est le 14 juillet des Américains. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on arrive très vite dans un concours de beauté avec finaliste et un gros zoom sur les trois amis qui eux sont sur une mezzanine, ils sont pas dans le concours de beauté, ils sont un peu plus au-dessus. Là, ils regardent leur ami participer, qui est une des finalistes, qui est Sarah Michelle Gellar pour le coup. Ce sont nos 4 héros. Hein. Il y a 2 couples en gros. Hein. Ouais, on comprend très vite. Sarah Michelle Gellar qui est la blondasse qui rêve d'être mannequin, qui est la reine du bal. Plus cliché américain, tu meurs. Ouais. Son mec qui est le chanteur de Sum 41, la Barry, qui est le riche à la BMW, pareil, plus cliché, tu meurs, c'est un joueur de football américain, il me semble aussi. Et l'autre couple qui est le couple un peu, d'ailleurs, c'est celui qui va survivre, hein, spoiler alerte, mais c'est le couple un peu plus littéraire, la brune qui veut être avocate, Julie, et son copain, on sait pas trop ce qu'il va être, écrivain, on sait pas trop. On sait pas trop. Qui s'appelle. Mais c'est un cérébral aussi, tu vois. C'est le cérébral qui a une bourse et qui est pauvre et qui squatte avec les riches. Voilà. C'est les 4 archétypes des personnages qu'on a dedans. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est les archétypes qu'on peut retrouver dans tout ce genre de films pour ados à cette époque-là. Donc, aucune surprise là-dessus. Aucune surprise non plus sur la première réplique qui est « Je ne savais pas qu'elle avait une si grosse poitrine ». On commence direct dans le bain. C'est vrai que c'est la première réplique du film, quoi. Merci. Regardez-la, c'est incroyable, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Je savais pas que sa poitrine était si imposante. Je te signale qu'elle fait un tas d'exercices pour les faire gonfler. Les gars, je suis là, j'ai ma dose ce soir, question sexisme, alors trêve de commentaires. Elle Merci. est horrible, cette réplique. Je l'ai noté tout de suite, je me suis dit « Ah, ça va être sympa. » Ça va être sympa. Non, mais vraiment, sans déconner. Commencer le film avec ça. Oui, C'est puis ouf, sur ce, moi ça me fait très marrer, c'est vraiment un truc typiquement américain qu'on comprend pas trop en France. Moi j'ai jamais vu ça en France, mais ce concours de Miss là dans les petits villages où t'as une salle remplie qui est là pour regarder, ouais, c'est étonnant quand même. La Miss, tu l'as dit à l'intro, il l'appelle Miss Sardine là. Ouais, oui, c'est ça. Buffy devient Miss Sardine, quoi, à ce moment-là. Elle fait son petit pitch, elle rêve de devenir actrice à New York / modèle, voilà, le cliché. Bon, rien d'autre de plus à dire là-dessus, honnêtement. Forcément, c'est elle qui va gagner le concours parce que sinon ça serait pas drôle. Bah ouais, c'est ça. Surtout que ça a un propos pour le reste du film, donc. Oui. La vanité. C'est un peu ça, ouais. Donc on passe sur les célébrations du 4 juillet, pas du 14, avec un groupe qui chante, des gens qui dansent, donc c'est le gros stuff partout. Ouais, c'est la fête de fin de lycée, c'est le dernier été à la de fin de lycée de tout le monde en fait, parce qu'il y a les parents, il y a tout ça, enfin c'est plus. Ouais, plus mais que tu vois, il y a le cette lycée, petite quoi. ambiance American Pie 1, c'est la fête de fin d'année après le bal. D'ailleurs, on va y revenir juste après, mais il y a cette ambiance d'American Pie, je trouve quand même. Ouais, il y a une grosse ambiance American Pie, et bah après c'est d'époque quoi, hein. C'est des genres d'ambiance cette époque-là. C'est ça, tu sens que ils le disent, c'est leur dernier été à tous, avant qu'ils partent tous à la fac, à des facs beaucoup plus loin, parce que c'est vraiment le cliché américain aussi, mais vu qu'ils ont un pays immense, souvent les gens qui s'habitent dans des petites villes côtières, petites villes de campagne, ils se barrent dans des grandes villes au bout du... Voire même ils ont 3 heures de décalage, 3-4 heures de décalage horaire, donc c'est vraiment le cliché américain, dans tout l'American Pie, dans tous les films de jeunesse, t'as ça. Et du coup, les deux filles parlent, donc comment ça s'appelle, Hélène et Julie parlent toutes les deux. Hélène parle de sa carrière et de ses cheveux. Ça va avoir un rapport à les cheveux. Alors, c'est les cheveux de Tchekhov. C'est très drôle parce qu'elle a une punchline qui dit Ça va, mes cheveux? Ils résisteraient à un ouragan? Arrête, tout est dans les cheveux. N'oublie jamais ça. Tout particulièrement quand tu seras une grande avocate. Les femmes branchées carrière croient que ce qui compte c'est d'avoir de la cervelle et elles se moquent de leur coiffure.
Alors la coiffure, c'est vital. Puis Moi, j'ai marqué que ce dialogue ne servait à rien, à part voilà. montrer le cliché de Ouais. c'est une intellectuelle, elle fait pas attention à son physique et celle qui fait attention à sa vanité, à son orgueil, s'en fout d'être intelligente quoi. En gros, c'est ça quoi. C'est ça. Et du coup, il y a une autre meuf qui les croise et qui lui dit « Miss Sardine va rentrer cuite ce soir !» Qui est le rôle de Elsa, qui est la sœur de Hélène. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ils peuvent pas se piffrer Elles les se deux. détestent profondément. Elles se détestent à fond. Donc, Non. entrée d'un nouveau personnage à ce moment-là. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait Léonore. Tu lui donnes à boire et sur le coup, ouais, bah voilà, c'est ça. Je vois Johnny Galliquet arriver et je fais « Oh tiens, il ressemble vachement au mec de Big Bang Theory quand même. » Il propose, en plus, il joue le même rôle. C'est le loser qui arrive pas à choper C'est ça. des meufs et qui propose des shooters. C'est exactement ça. Le- Alors qu'en plus, il est pas, enfin, Non, mais il est bien. il est bien quoi. Il a tu juste, vois, en fait, non, mais tu sais quoi? il a- Il a des lunettes. Ouais, c'est ça. Et dans les encore, années 90, aux États-Unis, si t'as des lunettes, t'es un un loser, loser, quoi. ouais. C'est le catastrophique. gros cliché des lunettes. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les autres, vu que c'est très audiophile, je porte des lunettes. Oui, c'est ça. Et Ça du fait coup, toujours plaisir. il lui donne un truc à boire. Elle sort cette phrase. Elle est horrible cette phrase, je trouve. Merci Max, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai comme un blocage, ça passe pas les trucs visqueux. Mais ça a l'air lié. Oui, c'est ça. Mais ça a l'air d'être de la vodka, ça a pas l'air visqueux, c'est pas une huître ou un mollusque, je sais crois pas. qu'ils se sont fait plaisir les bizarre. traducteurs sur la. Je sais pas c'est quoi en VO. Pareil. Ouais, je sais pas non plus ce que c'est en VO, j'ai regardé en VF. C'est le genre de film que je regarde en VF. Alors, je le redis, hein, mais je suis un peu le gars chiant qui fait chier tous ses potes parce que c'est interdit d'aller voir un film en VF au cinéma. Par contre, tous les films pour le podcast, je les regarde en français parce qu'on fait les inserts en français. Et ça rajoute du nanar en plus. Et il faut que je le dise maintenant, j'ai trouvé la VF catastrophique. Ah, c'est une des pires VF que j'ai eues. Hein. C'est Il y immonde. a que la voix de Jennifer Love Hewitt parce qu'elle a toujours cette voix-là de manière générale. Mais Non, tout est moche. Hein. elle a pas la voix de Buffy, Sarah Michelle Rien Gellar. ne va. Il y a plein de J'ai l'impression trucs que qui vont tout est beaucoup plus mal joué à cause de la VF. Et d'ailleurs, la VF a été critiquée, même lors de sa sortie, tu vois. Donc, pas. Ouais, bah c'est pas étonnant, hein, mais il y a rien qui va dans cette VF là. Mais du coup, Max lui propose un truc à boire et il veut l'inviter parce qu'en fait, ils vont plus se revoir, ils vont partir tous les deux oui, puis c'est des dans potes, des endroits différents. Et on ils ont l'air comprend que d'être c'est des potes depuis en très plus, tu vois, longtemps. il le Ouais. dit, c'est des potes d'enfance et tout. Sauf que Barry, le footballeur débile, Non, arrive. attends, avant, Julie, elle lui dit ah ben non, je peux pas quoi. Genre c'est Ah ses non, oui, potes elle veut d'enfance, pas, et elle oui. lui dit elle l'envoie chier quoi. Je trouve ça un peu triste en fait d'avoir un pote d'enfance et de dire ah non, j'ai pas envie. Je peux pas te On va plus se voir mais j'ai plus envie de te voir donc comme ça. elle veut pas se montrer avec lui. Je la trouve horrible avec lui mais bon après ça c'est. Ouais, il a bon, l'habitude Lénard, de toute façon. bref. Il a fait 11 saisons comme ça. Ouais non, pas tant que ça mais Non, mais bon, il est pas loin. Hein. mais du coup ouais, il y a Barry qui se pointe. Ah oui si au moment où je l'ai trouvé horrible, Les copains depuis toujours, toi et moi, tu n'as pas l'intention de t'en aller sans me dire adieu quand même. Si, c'est pour ça que je l'ai trouvé horrible. La Elle est d'une violence, j'ai trouvé ça mais gratuit quoi. Headshot. Ouais, c'est un peu ça, je trouve ça bon, voilà. Ouais, voilà. Barry le footballeur arrive. On voit qu'il déteste Max. Il le Ouais, il le pousse, bully, tout de hein. suite. Ouais, il le bully. C'est C'est un bully de base hein. c'est le joueur de foot aux États-Unis. Voilà, c'est le cliché. Rien d'autre de plus à dire là-dessus. De toute façon. D'ailleurs, il a l'air un peu plus bastonneur que quand il est Léonard Hofstadter parce qu'il a envie de le frapper. Oui. Johnny Ouais, Depp, il y a un là, peu plus de coronesse dans Ouais. cette version. On enchaîne, du coup, ils quittent la fête et ils vont direction la plage. Je me suis dit, putain, mais ça me ferait flipper parce que t'as quand même vachement de courant. T'as les rochers, tu sens qu'ils prennent des grosses vagues. Je me dis, putain, si le courant il monte, t'es vite pris là-dedans. Honnêtement, Ouais, tu non, vas pas te mais- baigner dans la plage là. Hein. Non, tu te fais embarquer direct. Hein. Ils sont pas là pour se baigner parce que du coup, ils sont sur Ils sont un là. feu de camp. Ils sont là pour se raconter des histoires d'horreur. Bah dis donc, dans un film d'horreur. Des légendes urbaines. Voilà, le cliché. On comprend que Ray qui raconte l'histoire, lui, il kiffe vraiment ça. On dirait un mec qui va faire un podcast de true crime un peu, tu sais. C'est vrai. Le mec, Peut-être il c'est est ça à qu'il fond va dans faire ce à truc, New quoi. York, tu vois, on sait pas trop. Il raconte l'histoire du coup une légende urbaine d'un mec qui a un crochet à la place d'une main et qui tue des personnes. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et il raconte que le mec, il vient se venger en tuant des personnes avec son crochet. Ce type et la fille sont en train de se ploter quand ils entendent à la radio qu'un tueur frappadingue s'est échappé d'un asile d'aliénés. Et il a un long crochet à serrer à la place de la main. Non, arrête. Tu le racontes très mal. L'affaire. Alors la fille, elle commence à flipper sec.
Elle veut rentrer chez elle, mais le type, lui, il est complètement excité. Alors Furax, il démarre à fond la caisse. Non, c'est pas du tout ça. Non, ce type va chercher de l'aide, mais la fille reste dans la voiture. Et elle entend un... Tu sais, comme si quelque chose frottait sur le toit de C'est pas la un voiture. frottement, arrête, c'est un blip. Blip. Voilà, c'est l'histoire de Tchekhov aussi. Oui, ça va venir après. Ouais, T'en mettre des trucs pour te mettre en place. Ouais. Hein, c'est T'as la petite morale US aussi qui est toujours sous-jacente au slasher, mais en fait, il faut pas coucher avant le mariage et ceux qui couchent avant le mariage sont punis par les tueurs. Voilà, c'est le cliché du slasher. On sait, on est là-dedans. De toute façon, on a 2 couples. On sait que c'est ça le concept. Hein. oui, complètement. On est complètement dans ce truc. Vas-y. J'allais dire, t'as Buffy qui se bécote avec son mec sur la plage. Oui. Après, il regarde. Attends. Ils parlent de leur projet. Elle dit qu'elle va aller à New York faire actrice / mannequin. Ils vont plus trop se voir, qui va aller ailleurs. Lui, a priori, il va sur le même campus que que Julie, pardon. Bah, visiblement, il est là pour aller dans la NFL, hein, pour être dans l'équipe des Steelers ou des Cowboys. Voilà, une grosse équipe nationale de football américain. T'as Julie qui cherche son mec sur la plage, qui lui, il arrive en la faisant peur. Ouais, c'est ça. Oh, le screamer. Julie, elle dit qu'elle va aller à Boston, elle va à Harvard. On le voit un moment, il y a un plan, c'est Harvard. Ouais. Et son copain, il doit aller à New York pour les études, on sait pas trop où. J'imagine qu'il va rejoindre Gossip Girl, voilà. Gossip Girl. Ouais, ils vont tous les deux être séparés. Alors, t'as l'impression que c'est, après, les États-Unis, c'est grand, mais j'allais dire, t'as l'impression qu'ils vont être séparés d'un bout à l'autre. Bah, New York, Boston, c'est mais New York, Boston, road, c'est pas très loin, vite, donc, en vrai, c'est dramatique pour pas grand-chose. Ils auraient pu se voir, mais bon. Ouais, mais c'est la American Vibes, tu vois, l'American Pie Vibes. Là, ouais, mais ils auraient pu dire que le mec, il part à San Francisco, tu vois. Là, t'aurais eu un vrai enjeu de séparation, quoi. Là, tu comprends en plus que c'est la première fois qu'ils vont coucher à 2. Plus cliché, tu meurs quand même. Hein. Et d'ailleurs, il lui demande de laisser tomber ses études pour partir avec lui. Hein. Oui, le classique. Enfin, c'est... Bon, t'es une femme, laisse tomber tes études, viens avec moi. Bah non, quoi. Mais... il est quand même cool parce qu'il lui demande si elle est d'accord avant de... C'est le cliché du boy scout américain, le gars que tout le monde va avoir, que la belle famille va avoir, quoi, voilà. Ray, c'est le bon gars. Par rapport à l'autre connard de Barry, quand même, il y a un grand écart, quoi. Ouais, et puis ils s'embrassent, du coup, et puis il y a un mouvement de caméra qui fait que on comprend ce qui se passe. Ouais, ils baissent sur la plage, les 2 couples, voilà. Avec les pincettes, comme il faut. Ils repartent dans la voiture. Barry est trop bourré pour conduire sa magnifique BMW de papa. Ouais. Sauf que lui, il veut pas prêter la voiture. Ah non, c'est sa voiture, c'est l'homme, tu vois. Oui, c'est le bonhomme. C'est moi qui conduis la voiture. Lui, il est chiant avec sa bagnole, hein, quand même. Hein. Bon, forcément, c'est Ray qui va prendre les clés quand même parce qu'il reste intelligent. Bah ouais. Quand faudrait quand même pas se tuer sur la route avant de partir en études, quoi. C'est ça. Donc, vaut mieux tuer quelqu'un d'autre, quoi. Barry et tout Jésus. Barry et sa meuf font des cachotteries derrière le volant pendant que Hélène non, l'inverse, c'est Julie et Ray qui sont devant. Ouais, Julie et Ray qui sont devant et c'est Hélène et Barry qui sont derrière. Ils conduisent sur une route là avec des falaises, des virages en serpent. C'est pas une route que t'as envie de prendre bourré, honnêtement. Non, mais alors eux, ils ont quand même pas mal en tout cas, Barry, il avait pas mal picolé. Bah visiblement, il a l'air sobre, c'est ce qu'ils disent. Mais donc, ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. Après, quand t'es Bon, bourré, tu dis ouais, je suis sobre. C'est ça. Pas sobre, il écoute un peu de musique, un peu tranquille. Et Barry fait le chanteur de Sum 41 en mode ouais, c'est de la merde ta musique. Et il met une grosse musique de punk, un peu Blink-182 en vrai. J'y ai pensé, tout ça, je suis en grosse musique de rock là. En plus, on dirait Stifler parce qu'il passe au-dessus. Il y a un toit ouvrant. Il se met au-dessus du toit ouvrant comme Stifler à taper sur le. Ouais, il prend sa bouteille d'alcool, il boit et tout. Et Stubbe, il fait tomber justement sa bouteille d'alcool sur le conducteur. Ouais. Qui va déconcentrer notre Ray, qui va regarder ses pieds en mode attention, c'est ultra dangereux. Et là, boum. Et là, il renverse quelque chose. Un gros choc, on comprend pas ce qui se passe, quelque chose, quelqu'un. On voit Barry qui est rempli de sang sur la gueule quand il redescend dans la voiture, on se dit oula. Ouais, on a l'impression qu'il s'est pris la gueule dans le pare-brise, mais en fait pas du tout. Et en fait, lui, il dit tout de suite que c'est pas son sang. Il dit tout de suite que c'est pas son sang, il voit qu'il est pas blessé, donc voilà. Du coup, ils se mettent à chercher. Ah non, attends. Avant, Barry gueule parce que lui, tout ce qui l'inquiète, c'est sa BMW. Oui, c'est vrai. Lui, ce qui l'inquiète, c'est sa BMW. Il est tellement amoureux de sa voiture que c'est en mode oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a ma voiture. Ouais, bah ouais. C'est même pas comment vous allez, machin et tout, c'est sa bagnole, quoi. Donc ouais, c'était un peu. Ouais. D'ailleurs, la scène de l'accident, elle a été tournée à l'arrache. Ok. En fait, le but, c'était aussi d'économiser de l'argent avec la voiture et de pas trop la tabasser. Ouais, d'accord. Donc du coup.
elle a pas vraiment été endommagée, la voiture, ce qui a permis de la réutiliser pour le tournage. Ouais, parce qu'on la revoit après, ça va. Hein. Donc, elle a été tournée sans grand moyen, cette scène-là, et avec très peu d'effets spéciaux. Beaucoup d'éléments reposent sur les performances physiques et sur les angles de caméra surtout. Moi, et la lumière qui est créée par moi, je trouve que c'est une des rares scènes qui fonctionne bien. Où, en fait, tu vois, tu sens que c'est le cœur du film. Oui, bah tu sens que c'est l'événement où il faut pas le rater, quoi, la réalisation. Hein, donc. Non, mais c'est ça. Donc, je trouve que ça fonctionne bien. Donc du coup, après s'être occupé de sa voiture, il commence à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il commence à chercher un chevreuil. Sauf que il trouve la botte du chevreuil. Et là, il y a un problème. Le chevreuil a une botte. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, là, ils commencent à paniquer tous. Au bout d'un moment, ils mettent pas longtemps à trouver le cadavre. Ils trouvent le cadavre. Et quelqu'un commence à, je sais plus qui c'est qui prend le pouls du cadavre et c'est Ray. Ils disent qu'il est mort. Ouais. Il y a pas de pouls. Ok. Bon, bah c'est tout, ils l'ont tué. Et du coup là, c'est la panique. Alors là, on arrive sur un débat flic ou pas flic. Ouais, flic ou pas flic. T'as comment ça s'appelle Hélène qui elle veut aller appeler les flics et l'ambulance pour le mec. Oui, c'est l'avocate, donc forcément c'est la même. Non, c'est pas l'avocate, c'est Miss Sardine, Hélène. Ça dedans. Et du coup, elle veut se barrer pour aller appeler les flics, mais Barry la retient tout de suite là avec cette manière un peu violente de retenir les personnes, de dire bah en fait c'est moi qui vais tout prendre, pensez à moi, pensez à notre avenir. Tu vois, il les fait chanter en mode pensez à votre avenir. Est-ce que tu veux devenir une vraie avocate, machin. Ouais, ce qu'il leur dit en fait, c'est que ils sont tous bourrés à la moitié. Il y a beaucoup d'alcool dans la voiture. Personne va croire que c'est Ray qui conduisait. En plus, Ray lui il est pas riche, donc il peut pas avoir d'avocat. Ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de voilà, on comprend qu'ils ont pas beaucoup le choix. Ce type est mort. Oh, t'es pas médecin, c'est pas à toi de prendre ces décisions. Bouge-toi les méninges, Julie. Si on appelle la police, on est dans la merde. C'était un accident. Attendez, si on réfléchissait 1 minute. Qu'on réfléchisse à quoi? C'est tout réfléchi, non? Le type a traversé la route en plein milieu de la nuit, d'accord? C'était un accident, tu n'as rien bu, tu ne roulais pas vite. Il y a de l'alcool plein la voiture. Mais tu es agent. Ils ne croiront jamais que je conduisais. Non, c'est ma bagnole, c'est moi qui vont massacrer. C'est pas vrai. Tu veux rire? Regarde-moi. Je suis pété comme un coin. Je suis foutu. Non, on appelle la police et on leur dit la vérité. Ils vont nous croire. C'est un homicide. Ouais, donc l'idée de Barry, c'est de se débarrasser du corps dans l'océan. De toute façon, l'océan emportera le corps et personne ne le reverra. Il le dit, il y a beaucoup de courant là où ils sont, et c'est vrai, il y a beaucoup de courant. Il y a beaucoup de courant, ouais. Et ça va leur laisser le temps de nettoyer tout aussi, comme ça. Ils mettent la pression un peu sur Julie avec du chantage sur ses études, etc., pour pas qu'elle parle, parce que tu sens qu'elle, elle est paniquée, elle est chamboulée, quoi. On en reparlera après, mais elle est vraiment chamboulée. Et d'un coup, bruit de voiture au loin. Donc là, ils se dépêchent, ils prennent le corps, ils le mettent derrière la barrière. Hein. Forcément. Avec la lumière et tout, je pense que le mec a dû voir qu'ils ont déplacé un corps. 1000 fois tu vois, un mec. Ah, complètement. Mais bon, c'est Leonard de Big Bang, donc il voit pas grand chose. Il a besoin de ses lunettes. Il a oublié ses lunettes. Il débarque pile à ce moment-là. L'excuse qu'ils ont, c'est le footballeur, il vomit sur le bord de la route. Donc, ils se sont arrêtés. Lui, il voit tout de suite que la voiture, elle est abîmée quand même, mais il a l'air un peu sceptique, il y croit pas trop à leur excuse. Ouais, il y croit pas trop, et puis en plus, il fait le mec. Tu vois, et là, tu vois, il a de la confiance, là, d'un coup. Là, il est dans son pick-up. Il est dans son Ram. C'est dans son pick-up. Et en fait, ouais, tu sens qu'il a confiance, là, il a de la gueule, là. Il leur dit, non, mais qu'est-ce que vous faites? Il a cette allure, là. Ah, il est insupportable aussi, là. Il est insupportable. Ouais. Et c'est le Barry bis à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il joue, là. Il le joue, il est à côté. Ouais, il est complètement en dehors du personnage qu'on a vu avant. C'est pas du tout le même mec, quoi. J'ai trouvé ça très bizarre, comme façon. Il a pas beaucoup apprécié le nom de Julie. Ouais, non, je pense qu'il a pas du tout apprécié du tout. Peut-être un Roland d'Incel, je sais pas. C'est l'Incel originel. C'est un peu ça, quoi. Mais tu sens qu'il a quand même l'ascendant sur ce moment-là, parce que lui, j'ai l'impression qu'il sait quand même. À un moment, j'ai l'impression qu'il sait. Il joue sur ça. Mais oui. Donc il se barre vite fait en mode. Ils arrivent à l'esquiver, hein, quand même. Ouais, ils se barrent. Ils prennent le corps, ils le foutent dans le coffre et direction le ponton. Alors là, il faut m'expliquer. Parce que du coup, Barry et Ray portent le cadavre jusqu'au ponton. Ils arrivent au ponton. Ray veut pas le jeter. Julie et Ray, ils sont en mode non mais nous on veut pas participer à ça, on a trop de conscience. On montre encore une fois que ce sont eux les bons personnages. Ouais. Du coup, c'est le couple d'enculés, Barry et Hélène, qui vont jeter le cadavre dans l'eau. Elle a encore sa coiffe de... Elle a encore son diadème, ouais. Son diadème de Miss Sardine. Miss Sardine, merci.
Il serait content, Patrick. C'est pas sûr. Et à ce moment-là, au moment de le jeter, Hélène, elle se fait attraper les cheveux par le cadavre. Le cadavre n'est plus un cadavre. En fait, il est pas mort. Mais... Du coup, je me suis demandé comment ils arrivent à prendre le pouls, c'est con. Parce que le premier truc qu'il dit, c'est, il est mort, il y a plus de... C'est pas ça le pire. C'est, le mec est pas mort. Mais jetez-le pas à la flotte. Ah bah ouais, ça c'est la panique. Oh putain, il est mort. Hop là, pouf, va te noyer. Pourquoi? Je sais pas. Donc il tabasse le cadavre, enfin le mec du coup qui est pas mort, il le pousse dans l'eau. Et il chope le diadème en tombant dans l'eau avec, en tombant dans l'eau, il chope le diadème de Miss Sardine. Barry, lui, il plonge, il récupère la couronne, super priorité, merci. Les yeux du pêcheur fou s'ouvrent. Ouais. Et là, on voit, tu sais, genre, mais il est pas mort. Bah non, il est pas mort. Ou tuez-le, faites quelque chose, décidez. Et lui, il se barre et il remonte à la surface avec le diadème. Et en fait, à mon avis, il a dû se dire, je vais le laisser là, il a l'air à moitié mort, il va se noyer, c'est fini, quoi. Mais, un corps qui se noie, au bout d'un moment, ça remonte à la surface, donc. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Ils ont, à ce moment-là, leur fameux pacte. On n'en parlera jamais. Barry, il leur fait signer le pacte. Limite, t'as l'impression qu'il va sortir un couteau, qu'ils vont tous se trancher pour signer le pacte du sang. Et Barry menace un peu tout le monde, il chope tout le monde au callback en mode faut pas en parler, machin. Il dit même cette phrase que j'aime beaucoup qui dit ça n'aura même pas la place sur le divan d'un psy. Sympa. Donc voilà, vous avez pas le droit d'en parler même chez un psy. Donc il conclut le pacte du silence. Voilà. Julie fait tomber on dirait une broche, mais en fait c'est le truc, c'est le I love you, c'est ça? Oui, c'est le pendentif I love you qu'on a vu du mec sur la falaise au début. Donc on sait qu'ils ont renversé ce mec-là. Par contre, on sait pas qui est ce mec. Non. Parce que nous on sait parce qu'on a vu le film. Mais oui, mais à ce moment-là, on sait pas qui il est. On sait pas pourquoi il était sur la falaise. Pourquoi il se balade même la tête qu'il a, on voyait pas trop en fait. Le pire, c'est il est sur une route escarpée où il y a pas de trottoir. Enfin, bien sûr que tu vas le faire écraser. Il faut jamais marcher. Il fait ça la nuit en plus. Bah ouais, le mec veut mourir quoi. Il était fatigué de vivre, on va dire. Ouais. En tout cas, il est con. Oui. Con ou pas, mais. Et donc on va passer à ce moment-là au un an plus tard, au flash forward, à l'ellipse. Ouais, l'ellipse d'un an. Julie est à l'université. On a un nouveau personnage qui arrive, sa coloc, qui a que 2 scènes. Moi, je pensais qu'elle serait restée avec elle. Je pensais qu'elle serait restée. Ils font la route ensemble, Ted et Marshall, tu sais, quand ils vont de l'université jusqu'à chez eux. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait un ellipse. Ils le font en un claquement de doigts la route. Donc bon. Ouais, Julie est à Harvard. On le voit, on reconnaît. Elle est à Harvard. Elle est pâle comme un cul. Ah ouais, tu sais pas si elle a trop travaillé ou si le truc d'un an d'avant ça a travaillé. Elle est dépressive, ça se voit. Ouais. Elle rentre chez sa mère. Visiblement, son père est décédé. Il y a plus que sa mère qui est là. Et on comprend que cette année a été une catastrophe pour Julie, qui était l'élève modèle, qui était celle qui réussissait tout. Ouais. Finalement, en arrivant à la fac, elle s'est cassé les dents. Et sa mère, elle lui dit même une phrase qui est un peu dure. Elle dit « Qu'est-il arrivé à ma fille ?» Ouais. Donc on comprend qu'en fait le pacte du silence l'a vraiment affaibli psychologiquement, que ça a joué sur ses études. Elle a une année ratée et que elle a une dernière chance avant de se faire virer carrément quoi. Donc elle est non mais là c'est vraiment le courrier de la dernière chance pour elle. Donc c'est Voilà. En parlant de courrier, du coup sa mère lui pose une lettre. Elle reçoit une lettre un peu bizarre écrite à la main. Un peu chelou, du coup elle se demande ce que c'est, elle ouvre la lettre et là on a le nom du film. Pourquoi maintenant? Ils auraient dû reprendre cette écriture là pour le faire plutôt que l'écriture Times New Roman la remplace sur la Non, alors le nom du film en anglais c'est marqué I Know What You Did Last Summer. Pour les non-anglophones, c'est je sais ce que tu as fait l'été dernier, voilà. Ouais, s'il y a rien à voir avec la traduction qui est souviens-toi l'été dernier. C'est pas rien à voir mieux que Évanoui versus Weapons, mais ça on en reparlera ça. On devrait faire un épisode spécial sur les traductions de bons films. Un épisode québécois. Ouais. Donc du coup là, coup de panique, coup de stress là pour Julie. Ouais, alors moi je veux quand même noter que l'acting de Julie à ce moment-là est horrible.
Alors, ouais, bon. c'est impossible à mettre pour les audiophiles parce que là c'est juste visuel, mais elle joue la personne perdue ou elle regarde partout, on sait pas ce qu'elle fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle joue? Elle est dans la nuit, elle est dans sa chambre, elle relit le mot 12 000 fois, et puis elle regarde, elle a sa fenêtre qui est ouverte, elle regarde dehors, elle descend, mais tu sais pas ce qu'elle veut jouer, tu sais pas quelle émotion elle veut faire passer. Je crois que le réalisateur savait pas non plus. Ouais, normalement elle est censée être paniquée, hein, quoi. Il y a quand même quelqu'un qui lui a dit, je sais ce que t'as fait l'été dernier, quand même. Donc le pacte du silence va vite se terminer parce que elle retourne à Shivers, le magasin de la famille de Hélène. Elle retrouve Qui est à Elsa maintenant. Ouais, c'est ça. Elle retrouve Elsa, la sœur qui dirige le magasin. D'ailleurs, alors juste un point, parce que en fait, il vient de se passer 1 an, oui. Mais quand t'arrives au magasin, c'est plus le père de Elsa qui est le responsable, c'est Elsa. Oui. Elle a perdu son père, machin. T'as l'impression qu'il s'est passé quand même plus d'1 an. Après, on sous-estime. On savait pas la situation initiale, donc ouais. tu vois, peut-être que ça faisait longtemps qu'il y avait déjà pu. C'est vrai qu'on n'avait pas de situation initiale de ce truc-là, ça c'est vrai. Donc, mais moi, en fait, dans l'ambiance, j'ai l'impression qu'il s'est passé 5 ans, ouais. en fait. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, du coup, Julie, elle cherche Hélène. Elle cherche le numéro d'Hélène. Ouais, parce qu'elle va voir Elsa, elle lui dit, ouais, c'est quoi son numéro à New York? Parce que, il y a pas Facebook, il y a pas Internet, et il fallait avoir le numéro des personnes à l'époque. Sauf que, elle lui annonce que il y a pas de numéro à New York. Son séjour à New York n'a pas duré longtemps, et que si elle la cherche, elle est au rayon parfumerie. Elle dit ça d'une manière assez acide. C'est vraiment le perso le plus détestable du film aussi, quand même, je trouve. Avec Barry, elle et Barry, elles sont horribles. Elle est horrible avec sa sœur. Ouais, mais tu sais même pas pourquoi, en fait. Parce que elle est belle et c'est tout, je crois. C'est vraiment le cliché. En fait, t'as pas à être jalouse de ta sœur comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ta sœur. Je trouve ça chelou, quoi. Donc, après, voilà. Julie retrouve Hélène. Pareil, jeu d'actrice, elles sont molles, là. Elles montrent la lettre. Non, mais elles sont pas très surprises. Elles montrent la lettre, c'est pas, il y a pas beaucoup d'émotions passées à ce moment-là. Surtout qu'elles parlent de l'événement, plus ou moins devant tout le monde. T'as même Elsa qui les regarde de manière suspecte. C'est ça, genre, elle montre, c'est ce que je veux dire, le pacte du silence, mais couilles, parce que, elle montre la lettre comme ça en plein magasin, ils en parlent souvent à haute voix, mais soyez discrète, d'où Jésus. Heureusement que personne n'écoute, parce que bon. Parce qu'en plus, ils sont pas dans une grande ville, ils sont dans un petit village où tout le monde se connaît, où il se passe jamais rien, tu vois, genre, c'est arrivé il y a seulement 1 an, tout le monde s'en souvient encore dans les petits villages comme ça n'a aucun sens d'en parler si ouvertement. Mais du coup, après cette discussion, elles décident toutes les deux de partir chez Barry. Oui. Ils arrivent dans la belle maison blanche avec le grand jardin. Barry est toujours insupportable. C'est le fils de pute. Mais par contre, on comprend que Barry et Hélène ne sont plus ensemble. Par contre, ça c'est. Ah non, ces couples de lycée ne sont plus ensemble. Après le lycée aux États-Unis, c'est comme ça. Surtout qu'ils habitent toujours dans le même village, ça n'a aucun sens. Ils pourraient être encore ensemble. Ils pourraient être encore ensemble, sauf que lui il est parti faire ses études à Boston a priori, puisque. En fait, à un moment, je sais plus qui c'est qui disait à Julie, est-ce que tu vois je crois que c'est Hélène qui demande à Julie, est-ce que tu vois Barry de temps en temps sur le campus? Donc il est dans la même fac que lui à Harvard. Ouais, laissez-moi en douter. il doit vraiment être un bon joueur de foot. Ça doit être un très bon joueur de foot. Donc ils vont voir Barry, pareil, ils parlent de l'événement de l'été dernier, comme si de rien n'était, alors qu'il y a la mère de Barry qui est là. Même Julie à un moment dit c'était un meurtre, mais genre en criant limite en mode mais arrête, Bon là ils sont au milieu de nulle part quand même, mais bon il pourrait y avoir les parents de Barry. Non mais il y a sa mère derrière, on le voit. Oui c'est vrai. On peut pas ne pas en tenir compte. Calme-toi Julie. Qui te dit que c'est lié d'abord, hein? T'as fait un tas de trucs l'été dernier. Oui, mais j'ai beau me creuser, il y a eu qu'un meurtre. Tu vas fermer ta gueule! Bon, on constate que le groupe, il a éclaté, tous leurs rêves sont terminés. Rien ne s'est passé comme prévu, comme souvent dans les rêves d'enfance. Alors, moi j'ai envie de dire, je suis désolé, mais il s'est passé qu'1 an. Genre, au bout d'1 an, ils ont tous abandonné ce qu'ils voulaient faire. Ouais, ça a été vite. Il y a un moment, il faut être persévérant dans certains trucs. Avocate, quoi. Ouais, mais il y a aucun d'eux qui est persévérant dans ce qu'ils font, quoi. Non, c'est vrai. C'est juste pas possible. T'abandonnes au bout de 3-4 ans, pas au bout d'1 an. C'est bizarre, quoi. Bon, là, c'est fait. Après, je pense que c'est pour montrer aussi que l'événement les a tous perturbés, je pense. Ouais, aussi, ouais. Après, pour le côté psychologique, je pense que l'événement les a perturbés, et du coup, ils sont tous un peu perdus, quoi. Un peu perdus, un peu au fond du trou par ça, quoi. Donc, le but de Barry, il a pas l'air du tout au fond du trou, non, lui, il s'en fout complètement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est savoir qui a envoyé la lettre. Il dit, quelqu'un nous joue des tours. Il se dit, venez, on va voir Max. C'est sûr, c'est lui, c'est le seul qui nous a croisés en voiture. Et c'est un choix logique, pour le coup. La première personne à aller voir, c'est bien Max. Parce que lui, il était quand même réfractaire, quand même, beaucoup, c'est le faux suspect idéal.
Ouais, c'est le faux suspect idéal. Bah, il était pas réfractaire, il est passé devant, en fait. Il était, En plus, il les a vus. il les a vus faire il des choses les aime bizarres, pas. mais, Bon, j'ai confondu avec Ray qui était réfractaire. Ouais, mais oui, ils ça vont va voir venir Max après, parce que il était là à ce moment-là, il est passé en voiture, ils se disent bah faut aller le voir et puis Du coup, ils débarquent à la poissonnerie / crevetterie. C'est un peu, on dirait qu'ils sont vers la Nouvelle-Orléans, tu sais, dans Forrest Gump quand ils font de la pêche à la crevette. Booba Gump. C'est les Booba Gump là, clairement. Moi, je me suis dit bah on va voir Forrest arriver sur son bateau. Donc c'est vraiment cette ambiance-là. Mais c'est là où je me suis dit ah non, on n'est pas du tout dans l'état de Seattle. En plus, ils les appellent marins d'eau douce, donc ils pêchent pas en mer, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense que ouais, non, ils ont c'est pas. plus vers la Nouvelle-Orléans que, enfin, tu vois. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon après, ouais, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Quoi. Oui. Ouais, voilà. Bon, du coup, c'est pas le propos du film. on est sur Mais ce du coup, port ouais, c'est ça. On est sur sport et là, Barry il fait non mais laissez-moi, je vais aller voir Max. Barry avec son légendaire tact chope Max par le callback et le menace avec un crochet de poissonnier. Oh bah dis donc, Ça va revenir. ça va revenir ça dis donc. En lui disant d'arrêter de ses conneries et Barry croit vraiment qu'il va arranger les choses en menaçant Max. Surtout qu'en plus Max a pas l'air de comprendre ce qui se passe, lui il est complètement à l'ouest le pauvre. Non, puis pour tous les films qui ont déjà vu un film d'horreur, on sait tous que c'est trop facile pour que ce soit lui le coupable. Complètement. Voilà, on le sait, c'est le faux suspect idéal, d'accord, mais jamais ça sera lui. Ouais, c'est ça. Et puis du coup en sortant, il croiserait qui est devenu pêcheur du coup. Voilà, ça le voilà. Pareil. Notre pêcheur Boy Scout là. Il le dit, hein, il est devenu comme son père. On apprend qu'il a jamais connu son père, mais tout ce qu'il savait de lui, c'est que c'était un pêcheur et que du coup, c'est un peu un loser comme lui. Et c'est horrible à dire, mais c'est un peu comme ça qu'il le dit, quoi. Ouais, enfin dire un loser, je trouve ça dur. Ah, Moi, je le trouve vraiment dur. Ouais, non, mais tu vois, tu sens que pour lui, c'est un échec cuisant de pas avoir été à la fac et d'être devenu pêcheur, tu vois, et d'être dans les traces de son paternel qu'il a pas connu. Ouais. Petite réflexion que je me suis dit, Hélène et Ray sont dans le même village depuis des mois et ils ne se sont toujours pas vus. Ça paraît quand même bizarre, non? Bah surtout dans le genre de village où il y a un bar, un resto et voilà quoi. Parce que quand tu vois l'élection du début, t'as l'impression qu'il y avait un pleu dans l'élection. C'est vraiment la petite bourgade américaine. Ouais. Effectivement tout dans le monde se connaît. l'élection. Et ouais, ils se sont jamais vus. C'est quand même fou, quoi. Ouais, mais elle est riche. Enfin, non, alors c'est ça qui est étonnant parce que on le présente un peu Ray comme le seul pauvre de l'équipe. Mais Hélène n'a pas l'air d'être si riche que ça quand on voit sa maison. Non, c'est un peu bizarre là-dessus. Ouais. Là-dessus, je sais pas pourquoi on pas les moyens d'avoir. Et pas elle. Ouais, Alors après elle. C'est une classe moyenne, quoi. Enfin, ouais, mais tu vois, ils disent pas qu'elle a une bourse pour aller à Harvard, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, est-ce que ses parents sont peut-être restés simples, petite maison, petite voiture, peut-être mais qu'ils avaient juste écoles. pas les budgets pour filmer dans des belles maisons. Peut-être aussi. Ouais. Peut-être c'est juste ça, tout simplement. Bon, bref, Julie dit à Ray en gros qu'elle veut plus le voir, qu'elle lui en veut pas pour ce qui s'est passé cet été, mais qu'elle veut pas le voir. Voilà. Ouais, c'est dur pour elle et en fait, ça lui fait rappeler ce moment-là, donc. Voilà. Mais Ray veut continuer à parler avec elle. Du coup, elle lui montre le mot et lui il dit que Max cherche à les faire chier par rapport à ça. Donc bon, voilà, c'est ça se termine comme ça leur interaction puisque Barry et Hélène se sont barrés entre-temps, donc ça se termine comme ça. Et on enchaîne sur la vraie première scène intéressante du film. Ouais, ça y est. Là on arrive dans le nerf du film. Avant d'arriver dans le ventre mou, parce que pour ceux qui ont joué au jeu de la devinette, c'était le niveau facile de l'énigme du film, parce que c'est un des plans de cette scène-là justement où on voit le fameux crochet de Tchekhov, parce que Max du coup il s'occupe des crabes ou des crevettes, on sait pas trop. Il s'occupe de la poissonnerie quoi. En fait, je pense que c'est des crevettes parce que tu vois c'est des grandes bassines qui fument et c'est à ce moment-là où tu cuis les crevettes. Pour qu'elles soient, tu sais que tu puisses les mettre après des crevettes roses à vendre dans le supermarché par exemple parce que les crevettes sont grises, tu vois. Donc et du coup on a ce plan assez cool où il y a plein de buées partout parce qu'il y a à peu près 4 grandes cuves d'eau bouillante où il envoie de la poissonnerie là-dedans, tu vois. Ouais. Mais du coup tout à l'heure quand Barry est parti, il a raccroché le crochet sur un bloc de glace. Donc ça c'était ça le truc et à un moment en fait Max se blesse et quand il passe devant le bloc de glace, dis donc, il y a plus de crochet. Où il est? Magie, Gérard Majax. Et du coup, on a un plan assez rapide où Max se fait égorger
Ah non, il prend largement le coup de crochet dans le bas de la bouche là, avant de se sous le faire menton, égorger. là, ouais. Sous le menton. Il se fait attraper sous le menton, il se fait attraper, il se fait tirer et hop là, fin de tournage pour Johnny Galecki. Moi, je trouve le plan assez joli. T'as la vapeur, t'as le sang qui reste au-dessus, tu sais, on a un plan aérien, on voit juste le sang sur le plan de travail. Je trouve ça cool, c'est la silhouette dans la brume, c'est une bonne idée visuelle. Dommage que ça sera réutilisé à la toute fin du film. Ouais, mais après, enfin voilà, c'est que à la fin du film que c'est réutilisé ce truc-là. Mais c'est vachement sympa. Par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, c'est pourquoi le tueur tue Max. Bah en fait, je me suis dit un truc. Il a rien vu à la voir avec voiture. l'histoire. Non, mais il a vu la voiture. Et en fait, il a peut-être dû se dire, il a rien dit, il a pas appelé la police et il le tue. En fait, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à ça. Après, ça a l'air tarbiscoté. Hein. Parce qu'en fait, le mec, il avait l'air mort, quoi, quand il est par terre. Il a l'air dans les vapes. Donc, il a pas pu voir la voiture de Max passer. C'est ça. Il y avait pas de pour. Donc, pourquoi lui? Pourquoi à ce moment-là? J'en sais rien. Il fallait tuer le suspect obvious. C'est ça. Il fallait tuer le suspect obvious pour dire, vous avez vu, c'est pas lui. Donc, voilà. Ouais, classique. On enchaîne très vite sur une scène de Barry à la salle, à la boxe. Ouais, le mal alpha par excellence. Le mal alpha, lui, il va taper du sac, quoi. Sa grosse BM dans sa salle de boxe. Si on avait été dans un autre film, je suis sûr qu'il tabasserait des carcasses de bœuf. Je vois bien dans Karate Kid. Je vois, tu sais, dans Cobra Kai. Il est dans l'équipe de Cobra Kai, lui, c'est sûr. Ah ouais, non, mais du coup, il fait sa salle, il va pour aller changer dans les fameux vestiaires américains. Il entend quelqu'un, il croit voir une ombre, il se dit il y a quelqu'un, il est censé être tout seul dans la salle. On sent qu'il y a une présence, qu'il y a une petite musique inquiétante. Il va se laver à poil là dans les douches. Et pareil, on revoit une ombre passer. Il y a un truc qui se passe. Ouais, il y a un truc qui se passe. Il arrive, il retourne à son casier avec sa serviette autour. Il est ultra baraque. Il a même un petit collier comme s'il avait fait le Vietnam, d'ailleurs, qu'on comprend pas trop pourquoi. Ouais, c'est les Américains. Ouais, c'est ils adorent les vétérans militaires, donc. Et il voit du coup une photo sur un Polaroid dans son casier avec un message au dos. I know. Et juste sa voiture. Ouais, oui, c'est une photo de sa voiture en fait, hein, parce que tout le monde sait qu'il est amoureux de sa voiture. Donc la seule menace qu'on peut lui donner, c'est on va tabasser ta voiture. Quel enfer. Du coup, lui, une fois qu'il reçoit la photo, il cherche un peu partout là dans le gymnase, voir. Ouais, avant il ouvre son casier et on lui a piqué son bouton. Non, justement, c'est ça. Il reçoit la photo. Ah oui. Il fait un tour et après. Et quand il revient, le casier est ouvert. Il y a plus son blouson. Du coup là, il se rhabille en 2-2. Il demande au gars s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui dans la salle, mais visiblement il était que 2. Bon. Non, il c'était pas 2, il y avait une 3e personne que personne n'a vue. Oui, et d'ailleurs, le mec, je sais pas par où il passe. Il y a l'air d'y avoir qu'une seule entrée au truc. Ah oui. Mais le mec est rentré sans que le gardien de la salle le voie. Voir le toit. Donc, quand il sort, il voit sa Mercedes qui s'en va. Il court après. Enfin, sa Mercedes, sa BM. Il court après la voiture comme ça. Et la voiture, elle fait un demi-tour. Elle a les phares éteints. Ouais. Et on se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, il allume les phares. On se dit, ça y est, il va se faire écraser. Il va mourir. Et en fait, la voiture le course et il est pas con, ce bâtard. Parce qu'il fait des zigzags. Il est pas abruti là-dessus. Parce que dans beaucoup de films, que ça soit dans Game of Thrones ou dans Prometheus, ils courent tous tout droit quand ils se font foncer sur des trucs. Non, lui, il fait des zigzags. Il est pas abruti. Donc tout va bien. Sauf que... Ouais, tout va bien. Sauf que la voiture, à un moment, part en sucette. Et met le piège quand même face à une palissade. Et du coup, elle fonce sur lui. Et il finit dans la palissade. Le tueur sort de la voiture, il arrive en face de lui, et lui, il l'implore en mode, non, ne me tue pas, machin et tout. Et bah, tu sais quoi? Bah, il le tue pas. Alors là, c'est complètement... Pour moi, c'est what the fuck, ce moment. Quand j'ai pris mes notes sur la scène, je l'avais fini, du bon, bah... Parce que il sort son crochet à ce moment-là. Ouais, c'est ça, je me suis dit, Barry va mourir hors champ, c'est un peu con, c'est tout, bon, voilà. Il y a plein de gens qui meurent hors champ, ouais, hein, mais ouais, c'est abusé, quoi. On le retrouve juste après, à l'hosto. Il a rien vu, juste un ciré. Bon, bah, super, merci. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi le tueur le tue pas là. Il y a personne autour. Il lui mettait un coup de crochet dans la gorge, c'était fini. Je pense qu'il veut juste les faire souffrir, jouer avec sa nourriture. C'est un chat. Le tueur est un chat. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, et je pense que c'est ça, mais c'est un peu gros. En même temps, juste avant, il lui fonce dessus, il aurait pu le tuer avec une bagnole, quoi. Donc, ah, mais clairement, oui. C'est trop bizarre, ça venait de sa pièce, quoi. Enfin, ouais. Et du coup, le tueur sort le crochet et fondu, on se retrouve à l'hôpital. Ouais. Ah, ça arrive vite, hein. Ouais, et là, c'est très rapide à ce moment-là, hein. C'est,
D'ailleurs, pourquoi ce fondu, il est dégueulasse? Non, c'est affreux. Il sert à rien. Enfin, je trouve qu'il est mal foutu, ce fondu. Mais bon, après... Julie, elle veut prévenir les flics. Ray aussi. Ouais. Encore une fois, hein, le couple des deux, il veut avouer, dire bon bah il faut qu'on en parle, il y a un problème, tu vois. Ah, puis on voit que Barry est pas mort, surtout. Ouais, il y a quelques cicatrices au visage et c'est tout, quoi. En vrai... Mais ils sont tous flippés à ce moment-là. Ouais. La piste qu'ils vont avoir à ce moment-là, c'est un peu con, mais il faut qu'ils aillent voir la famille du gars qu'ils ont renversé. C'est à ce moment-là que Julie dit qu'elle a regardé beaucoup d'articles et qu'elle pense que la personne qu'ils ont écrasé s'appelle David Egan. Oui, alors, elle en parle bien avant aussi, à un moment donné. C'est vrai qu'on a oublié de le dire. Quand ils vont chez Barry. Quand ils vont chez Barry, elle en parle, elle sait le nom du mec. D'ailleurs, ils sont tous surpris pourquoi elle sait le nom du mec. Mais en fait, elle le sait parce que elle a lu les articles, elle a vu qu'ils avaient retrouvé un corps 3 semaines plus tard, pas très loin. 2 semaines, ouais, par des pêcheurs, c'est ça, de crevettes, là, ouais. Et du coup, leur plan maintenant, ça va pas être d'appeler les flics, mais d'aller retrouver la famille de la personne qu'ils ont renversée, parce que peut-être c'est eux les tueurs derrière, c'est ce qu'ils se disent. Là, on part en mode enquête, hein. C'est enquête de police à ce moment-là. Alors, on a un plan hack à l'ancienne avec un PC dégueulasse où elle sort des articles de presse à la pêche. C'est immonde. C'est pas beau. Ouais, bah, le style est vraiment pas beau. Bah, après, faut se rappeler que c'est 97, hein. Vous savez pas ce que ça allait être l'internet du futur. Donc, ils ressortent plein d'articles comme ça pour trouver la famille Egan. Ils trouvent leur adresse un peu facilement, je trouve. Bah, ils trouvent déjà une coupure presse qui parle d'une femme morte qui s'appelle Suzy. Oui, en fait, David... Et en fait, ouais, vas-y. Non, mais c'est ça, David, 1 an auparavant, le meurtre qu'ils ont fait, lui, il conduisait sur la même route, et il a eu un accident qui a tué sa compagne à l'époque, qui s'appelait, Suzy, du coup. Et forcément, on se dit, ok, c'est le plan du début. La personne qu'on a vue, c'est David Egan. C'est ça. On voyait en mode triste, suicidaire, voilà. C'est ça. Et en plus, Julie parle du tatouage qu'avait David sur le bras, qui était marqué Suzy. Ouais. Du coup, elle fait la corrélation entre les deux. Mais alors, du coup, je me souviens, enfin... Le tatouage, on le voit vraiment. Le tatouage, on le voit... Ah ouais, on le voit quand même? Parce que moi, je l'ai pas vu du tout. Moi, très vite, mais il n'était pas marqué Suzy. Je me suis demandé comment elle l'a vu entre la panique et le fait qu'il faisait nuit. Bien sûr, en fait, si, il est marqué Suzy. Bah, j'ai pas fait gaffe. C'est son père. Oui, mais bon. On va pas faire de... Non, mais il y a pas de suspense. Oui, mais en fait, pour le coup, moi, je me suis demandé comment elle avait vu le tatouage entre la panique du truc et tout. Il y a un insert où on voit son bras. Ouais, non, mais voilà, c'est... Mais bon, du coup... Ils devaient se marier, d'ailleurs. David et Suzy devaient se marier. Pour la petite histoire. Le petit couple qui aura pas su supporter l'accident qu'ils ont eu. Donc... à ce moment-là, d'ailleurs, je pense que c'est Barry qui dit peut-être que ce gars-là il venait se suicider aussi, tu sais, et que c'est pas de leur faute, et que du coup limite ils lui ont rendu service, tu sais. Ouais, Barry il est en mode bon, lui il cherche des excuses pour se déculpabiliser, puis voilà, c'est il voulait se suicider, on l'a pas tué. Donc ils retrouvent l'adresse des Egan et le plan c'est les deux meufs elles vont aller chez les Egan pour voir si je sais pas c'est quoi le plan là, pour mourir, pour aller chez le tueur. Honnêtement je sais pas, mais elles vont aller dans la famille de David et du coup elles y vont en bagnole toutes les deux. Ouais, c'est quand même complètement con mais d'y aller toutes les deux comme ça. Non, c'est sûr. Surtout qu'en plus elles arrivent dans un endroit où c'est un chemin de terre au milieu de nulle part. Ouais, sur une... On a l'impression qu'elle a fait 4 heures de route mais en fait a priori c'est à côté de chez eux puisque on en parlera tout à l'heure, mais elle tombe sur la sœur de David, la sœur de David dit que elles ont été dans le même lycée, donc au final c'était pas si loin que ça. C'est entre deux villes, hein, ouais, c'est ça, Mais ouais, c'est entre deux villes. Du coup, elle frappe à la... Je crois que la ville c'est Durham et Southport. Alors là, je crois que c'était ça. Eux ils sont à Southport. J'ai pas du tout la mémoire des villes. Là, pour le coup, je crois qu'eux ils sont à Southport et elle est à Durham et c'est la même école, voilà. Du coup, quand elles arrivent, elle frappe à la porte, mais personne ne répond et en faisant le tour pour essayer de rentrer par une fenêtre ou je sais pas quoi, et elles sont surprises par une jeune femme qui est donc la sœur de David, comme je le disais tout à l'heure. Hélène invente un peu une excuse à la con en mode on est en panne, on a besoin d'un téléphone fixe, et je me suis dit ça en 2021 cet argument ne fonctionne plus. Non, sauf si t'as plus de batterie, mais c'est le seul argument que tu peux avoir, quoi. Ouais. Et du coup, on voit Hélène se diriger vers le téléphone pour appeler une dépanneuse et Julie parle avec la sœur de David qui s'appelle Missy. Oui. Qui est assez drôle parce qu'elle vit dans le bordel. C'est Messi qu'elle devrait s'appeler plutôt. Moi, je pense que là, à ce moment-là, Julie, elle se rend compte complètement qu'elle a brisé une famille, puisque
Missy parle de sa mère qui a pas supporté, qu'elles ont perdu leur père, je crois. Elle a tout perdu. Qu'elle a tout perdu, elle a plus que la maison, elle a plus de frère, elle a plus rien. Enfin, on a un petit jumpscare parce qu'il y a un... Oui, au moment où Hélène va vers le téléphone, quand elle se retourne, boum, gros ciré, oh là, jumpscare. Gros ciré de pêcheur. Un jumpscare sur un ciré de pêcheur, quoi. Il a changé le cinéma d'horreur. Heureusement, en même temps. D'ailleurs, il est dégueulasse, le screamer. Mais bon. Ouais, non, c'est vraiment pas bien. Ils apprennent que, en fait, David avait un ami qui s'appelait Billy Blue et qu'elle l'a vu à l'enterrement, qui étaient tout le temps ensemble et tout. Truc important, Billy Blue. Hein. Oui, on ça en va parlera revenir. plus tard. Du coup, bah, c'est leur prochaine piste. Ils se disent que c'est pas Missy, elle les aurait reconnus, c'est pas elle qui a voulu les tuer. Le tueur est pas là, donc c'est peut-être Billy Blue, le tueur. Ouais, c'est ça. Et moi, à ce moment-là du film, donc j'avais cette question-là, est-ce que Billy Blue est le tueur? Et derrière, je m'étais dit, Max, il est mort depuis un moment quand même, on n'a pas retrouvé son corps. C'est chelou. Ah si, ils ont retrouvé son corps. Non, ils l'ont pas retrouvé. Ah, Max. Ah oui, Max. oui, excuse-moi. Oui. Et j'étais en mode, l'autre, il a pris un coup de crochet, ils l'ont embarqué, personne l'a vu, ils l'ont embarqué en plein jour. Il y a laissé du sang partout. Ouais. Bon, ok. La police travaille pas. De toute façon, on va le revoir, mais la police est pas très efficace. Ouais, non, la police ne sert à rien dans ce film. Ok, donc voilà, c'était les petites réflexions que je me suis dit à ce moment du film. Du coup, elles parlent toutes les deux dans la voiture et d'un coup, Screamer, la sœur arrive en tapant sur la bagnole. Mais sympa. Elle est folle, Elsa. Mais c'est pas Elsa, encore... c'est Missy encore. Ah, c'est la sœur de David. Oui, c'est vrai. C'est Missy qui arrive en tapant sur la voiture en disant, vous avez oublié votre paquet de cigarettes. Du coup, elle prête le paquet de cigarettes. Missy commence à parler. D'un coup, elle se barre. Genre, non, on veut pas te parler. Nous, on s'en va. Donc voilà, elle se barre comme ça, très très vite. C'était un peu bizarre, mais. Oui, c'est vrai parce qu'elle lui dit, elle fonctionne votre voiture. Vous avez oublié vos cigarettes. Merci. Vous avez réussi à la faire démarrer, on dirait. Oui, c'est dément, elle est partie au quart de tour. Il se passe des trucs bizarres parfois. Du coup, on a Hélène, on arrive sur une scène où Hélène rentre à la maison, et il fait nuit. D'ailleurs, je sais pas comment on est parti du jour quand elles sont parties à nuit maintenant, je sais pas ce qu'elles ont fait entre temps. Ouais, Mais bon, la timeline est chelou. Elle rentre à la maison, elle dit bonjour à son père, mais son père lui répond même pas, il fait que regarder le baseball. Sans qu'il y a un truc aussi avec son père. Ah, c'est le cliché parfait du daron américain. Ouais, mais il y a rien d'approfondi. Le type devant le baseball avec sa bière, quoi. C'est un peu ça. Du coup, son père ne lui répond même pas. Et là, il rentre en même temps. Elle va dans la cuisine boire un coca. On a un petit placement produit de Coca Light. Ouais, c'est ça. Et là, on a le tueur en ciré qui rentre dans la maison. Le tueur en ciré? En ciré. En ciré. En série ou en ciré? Un ciré. Un ciré, en ciré de pêcheur qui rentre dans la maison tout doucement, pépère. Il est dans le couloir. C'est l'énigme moyenne qu'on a mis dans, c'est à ce moment-là qu'il est le plan de l'énigme moyenne. Ouais, c'est sur ça. Le film. Oui, il est très beau ce plan. Moi, j'aime beaucoup ce plan. Je le trouve très beau. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis content de l'avoir mis dans les énigmes parce que il y a une belle lumière qui sort de la porte qui est ouverte. On a juste l'ombre noire de ce mec en ciré. C'est assez inquiétant. On comprend sans la musique, sans rien que c'est un film d'horreur, cette image, honnêtement. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, là, pour le coup, il fait vraiment flipper. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là. Ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Il sort son crochet pendant qu'elle boit son coup, hein. Puis après, elle commence à se barrer et, lui, il monte les escaliers. Il tourne à droite. Au calme. Sans faire de bruit. Il tourne à droite, alors qu'il y a sa sœur en haut, hein, quand même. Hein. Ouais. Il tourne à droite. Elle monte les escaliers juste derrière et on voit juste le ciré passer à droite de la porte. Et elle, quand elle arrive en haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne à droite aussi. Ouais. Disons. C'est sa chambre, en fait. Lui, il est parti se planquer dans le placard en mode boogeyman. Ouais, en mode gros pervers aussi. On sait pas trop ce qu'il a fait. Hein. C'est un peu chelou quand même. Hein. On sait tout ce qu'elle va y passer à ce moment-là. Honnêtement, moi, je me clairement, moi, mourir. Ouais, dans ma tête, elle allait mourir à ce moment-là. Deuxième jumpscare. On a un plan où on voit quelqu'un arriver par derrière elle, taper sur son épaule, on se dit ça y est, elle va mourir. Et c'est sa sœur. Sauf que non, c'est Elsa. C'est Elsa. D'ailleurs, à ce moment-là, quand je me rappelle que quand j'étais plus jeune, à ce moment-là, je me suis demandé si le tueur en sirène n'était pas sa sœur. Et je me le suis demandé plusieurs fois dans le film. Parce qu'elle est chelou quand même, sa sœur. Moi, je pense que le film. Elle est désagréable. À y croire. Elle les espionne quand elles parlent toutes les deux. Enfin, il y a plein de trucs qui te poussent à y croire. Et moi, je me rappelle que la première fois. Ça doit être un des trucs du bouquin qu'ils ont gardé. Bah, peut-être, ouais. Il y a peut-être un truc avec le bouquin là-dessus. Où il devait y avoir un côté thriller psychologique, il doute de tout le monde. Et tu vois, je pense que ça devait être ça un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moment de tension à ce moment-là, lui est encore dans le placard. Sa sœur lui dit des trucs, on s'en fout. Ouais, elle lui dit qu'elle doit faire l'inventaire demain à 10h, sauf que c'est la fête. Ah oui, c'est la fête, c'est à ce moment-là, c'est vrai. La fête de la princesse et la princesse Sardine qui a été élue l'année dernière doit faire la parade. Doit faire la passation aussi. Voilà, et faire la passation, donc elle peut pas faire l'inventaire. Et on a d'ailleurs une phrase gratuite de sa sœur qui lui dit: La reine sortante doit participer à la parade qui précède le spectacle. C'est la tradition et je suis désolée, mais j'y peux rien. Toi et tes cheveux. C'est vraiment pathétique. Tu peux sortir maintenant. C'est la réplique de Tchekhov, parce que bon, ses cheveux, c'est le dernier soir. C'est le dernier soir de ses cheveux, ouais. Parce que, en fait, elle met son pyjama et elle va se coucher tranquillement. Sauf que le matin, quand elle se réveille, elle a son diadème sur la tête, qu'elle n'avait pas, et ses cheveux ont été coupés. Écoute, ça m'a fait vachement penser, je sais pas si tu as vu un épisode de Malcolm dans la saison 7 où Lois, elle venge Reese qui s'est fait humilier par des filles. Reese fait humilier par des filles avec un cochon et Lois va attaquer toutes les filles et elle coupe les cheveux elle met du chewing-gum dans un des cases d'une meuf. Enfin, vraiment, c'est cliché de cet épisode de Malcolm, ça m'a tué. Je me suis dit, Lois est passé par là. Moi, le coup des cheveux coupés, ça m'a fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser à la tête de cheval coupée dans le parc. Wow, c'est pas la même chose quand même. C'est pas la même chose, mais la signification est pas loin quand même. Ouais. Il se venge sur ses cheveux, alors que dans le parrain, il se venge sur le cheval en fait. Ouais. Donc, du coup, elle se réveille en comprenant que c'était un message, ont été supprimés, enfin coupés. Ouais. Elle regarde le miroir et on voit qu'il est marqué soon sur le miroir, donc bientôt. Ouais. Et parce elle a une réaction ça va être le 4 juillet. Bah c'est ça. Et puis elle a une réaction de meuf de karaté, tu comprends pas, elle tape dans son miroir, elle casse le miroir. Pourquoi faire ça? Je sais pas. Ah, surtout c'est ce temps de malheur, un miroir cassé, donc. Ouais non mais de toute façon elle vivra pas ses temps. Ouais, c'est ça, oui. Du coup, Julie prend sa bagnole, elle part rejoindre tout. Ouais, c'est ça. Hélène l'appelle en mode il m'arrive quelque chose. Oui, c'est ça. Moi, voilà. Hélène l'appelle et Julie prend sa bagnole et elle part tout de suite la rejoindre. Mais sur la route, il y a un bruit dans le coffre. Elle s'arrête sur le bas-côté. Du coup, elle est devant chez Julie déjà. Quasiment devant chez Julie. Elle s'arrête sur le bas-côté. Elle va ouvrir son coffre et là, Screamer, c'est le corps de Max avec plein de crabes qui sont en train de se balader sur son corps, de le bouffer, quoi. C'est un des screamers qui marche le mieux, je trouve. Oui, c'est le dernier Screamer qui marche le mieux. Donc, elle arrive chez Hélène en panique et il y a Barry qui est là. Forcément. Du coup, elle dit, y a Max qui est mort dans mon coffre, il est mort, machin. Le temps qu'elle redescende, qu'elle arrive, elle rouvre le coffre, il est plus là. Ouais. Je pense, le coffre était rempli de crabes. Faut y aller pour enlever tout ça. Hein. Mais il fait jour, t'es dans une banlieue, il y a plein devant de une maison, elle s'arrête devant une maison. Ouais. Et le tueur a eu le temps d'enlever un cadavre et tous les crabes qu'il y avait. J'y crois pas. Ça. C'est quoi? Soit c'est une hallucination, soit notre tueur c'est vraiment un magicien, quoi. Ouais, non, mais c'est un peu le cliché des films d'horreur de l'époque, mais c'est un peu ça. Hein. Et du coup, elle a ce moment où elle pète un câble qui a été repris dans Scary Movie et puis dans tellement d'autres films où elle dit Il est là dehors, il nous observe et il attend. Eh vous là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Et on a ce plan là qui part de elle, de sa tête et qui remonte dans les airs. Et c'est l'image numéro 3 difficile de notre énigme. C'est ça. Et c'est un plan qui est extrêmement repris, qui est repris dans Scary Movie 1 et qui me fait mourir de rire dans Scary Movie 1. Moi, il y a une réplique que je trouve encore mieux à ce moment-là, et je l'ai noté, je pense que c'est ma réplique préférée. Pourquoi il aurait fait ça? J'en ai aucune idée, moi, arrête. Pourquoi il a essayé de t'écrabouiller? Pourquoi il a fait de la choucroute sur la tête d'Hélène? Il nous fait marcher. C'est bon, C'est quoi cette réplique? Ce doublage français, cette traduction. J'aimerais bien voir ce que c'est en VO, parce que c'est vraiment pas bien en français. Ah ouais, non, c'est pas bien du tout. Peut-être je regarderai vite fait 2-3 trucs en VO pour voir si les répliques à la con... c'est ça. Faut qu'on reprenne les timecodes. Moi, j'ai marqué les timecodes. Moi, à ce moment-là, j'avais une hypothèse, je me suis dit, mais en fait, tout le monde se fait harceler, sauf Ray. Il est où, Ray? Il est jamais là. Ouais. Il est absent du film et c'est volontaire. C'est pour nous faire penser que c'est lui. Ouais. Parce qu'on se dit, il est jamais là, Ray. Ouais, et du coup, en parlant de Ray... Forcément, je suis pas le seul à y penser parce que Barry vient à y réfléchir aussi, il se dit, c'est bizarre quand même. Ray arrive à ce moment-là et Barry... ils vont chez Ray. Oui, ils vont chez Ray, pardon. Ils vont chez Ray et en fait, quand il se pointe, Barry le frappe tout de suite en le soupçonnant. Et ce qui est légitime parce que
On a l'impression qu'il y a que eux qui se font torturer, et encore que les 2 filles, parce que Barry, au final, il a pas grand chose non plus, hein. Barry, on a essayé de l'écraser avec une bème, quand même. Ah oui, c'est vrai, alors que Ray, tout ce qu'il dit, c'est qu'il a reçu une lettre. C'est vrai, j'ai oublié. En mode, frère, ils ont... Oui, il a reçu une lettre, il la montre même pas. Non. Donc ça, c'est très suspect pour le coup. Donc en plus Barry lui dit ce truc genre t'es le pauvre qui a toujours voulu squatter avec nous, enfin tu sens que il pense qu'il y a beaucoup de ressenti entre tous. Ouais, de la jalousie de Ray envers tout le groupe et du coup ils se mettent à aller regarder les photos du lycée en cherchant Billy Blue parce que vu que David était dans le même lycée, ils se sont dit ça pourrait être une bonne idée d'aller voir les photos du lycée. Du coup ils se sont dit on va montrer le bouquin à la sœur de David pour savoir qui était l'ami de David, parce qu'au final, il trouve pas de Billy Blue dans le bouquin. Ouais. Donc le meilleur moyen, c'est de lui montrer un trombi, quoi. Oui, du coup, c'est vraiment une idée de con, parce que c'est Julie qui va aller toute seule montrer le trombi à Missy, c'est ça, ouais. Ouais, Missy, ouais. Ensuite, en parallèle, t'as Miss Sardine qui va faire la parade avec Barry sur le char. Et eux, leur but, c'est de repérer le tueur au ciré. Ouais. En gros, c'est ça. Et du coup, on va avoir 2 scènes en parallèle. Julie qui va chez Messi et la parade. À la parade, ils jouent un peu à trouver Charlie en ciré. Ouais, c'est ça. Trouver Charlie en ciré de pêcheur, sauf que t'es dans un village de pêcheurs. Ils ont tous un ciré à ce moment-là. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, le premier mec qui a un ciré, Hélène panique et dit à Barry de le courser. Donc il course. Et là, elle commence à voir plein d'autres mecs en ciré partout, dont un mec sur un toit, sur un balcon. Ouais. Et là, il sort le crochet. On comprend que c'est lui, qu'il est là. Il est pas loin. Il guette. Il est pas très loin. À côté de ça, Julie retourne chez la sœur. Ambiance dindon et couteau. Ouais. Mais je comprends pas la musique de ce moment-là. Parce que t'as la chanson qui a été reprise par Nirvana, la My Girl, là, je sais trop comment. Oui, bah je crois que c'est la version de Bob Dylan, je crois. Bah, c'est la version originale, oui. C'est la version originale, je crois que c'est Bob Dylan qui chante ça. Et elle voit des pots de bêtes partout, tu sens que Missy elle chasse quoi. Ouais, elle a chassé le dindon sauvage. Ouais, c'est ça. Et elle arrive avec son couteau à la main. C'est très mal filmé ce moment-là. Oui. Le moment où elle est avec son couteau à la main, c'est hyper mal filmé. T'as l'impression qu'elle arrive hyper vénère pour planter des gens. Bon, au final, elle a pas l'air si vénère que ça. Donc, non, voilà. Puis en plus, Julie avoue en 2 secondes. Oui, alors, oui, Julie, elle lâche le morceau, Julie craque le sac, là. Ah ouais, le pacte, c'est terminé. Ouais, elle a cru qu'elle était chez son psy. Et elle parle, du coup, de David, de la personne qu'ils ont renversée, tout ça, à Missy. Missy, ça la choque pas plus que ça. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles Que c'est des meurtriers. Oh. Elle dit juste, mon frère, il a pas de tatouage. Et il s'est suicidé, ok? Ouais, c'est ça. Et là, le moment où elle dit, il y a pas de tatouage, ça fait tilter, Julie. Ouais. Surtout qu'elle lui dit, en plus, je peux vous le dire parce que maintenant j'ai eu les sous de l'assurance, donc je m'en fous. Déjà, la fraude à l'assurance, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. La fraude à l'assurance, c'est pas bien. Et du coup, elle comprend que c'est pas David qu'ils ont renversé. Non. Ce soir-là. Eureka, ouais. Et du coup, on repasse sur le concours. Barry est toujours sur la mezzanine, comme au début. Il voit, du coup, Hélène faire la passation de son truc. Elle a un gros projecteur en pleine gueule, elle voit plus rien. Elle devrait rien voir. Hein. Elle devrait rien voir. Et à un moment, le projecteur bouge. Elle voit Barry sur la mezzanine. Et là, on voit le tueur arriver par derrière. Titre de Barry. Ouais, titre. Le tueur arrive avec son gros ciré. Ouais, il arrive avec son gros ciré, son gros crochet. Et c'est ciao pour Barry. C'est ciao pour Barry. Elle arrive en panique. Elle se met à gueuler de partout. Elle passe pour une fille hystérique. Oui. Elle se fait arrêter par le flic, d'ailleurs. Non, elle se fait arrêter même par tout le monde. Par un spectateur. Par un spectateur. Tranquille, Elle voit son ex se faire trucider devant elle. Et en fait, c'est le tueur le plus silencieux du monde. Et encore une fois. Hein. Et le mec le plus propre du monde, hein, parce que le flic, il va là-haut pour voir s'il y a quelqu'un de mort. Il y a pas une trace de sang. Enfin, si, il y a une petite goutte de sang. Mais faut l'avoir, quoi. Enfin, oui. Voilà. Le mec, il est hyper propre. Il a embarqué le corps. Il y a pas une trace de sang par terre. Il y a pas une traînée, que dalle. Nickel. Donc bon, là, à ce moment-là, pareil, Hélène raconte l'histoire au flic. Le flic dit, bon, elle a un problème, on va te ramener chez toi. Le flic va la raccompagner chez elle. Elle passe à l'arrière de la voiture de flic. Ouais, et c'est à ce moment-là qu'on a les flics les moins
utiles du monde parce que déjà elle l'écoute pas. D'ailleurs, elle insulte même le flic. Mais genre, mais elle l'insulte en mode espèce de sale connard ou je sais plus trop quoi ce qu'elle lui dit. Le mec dans la tranquillité quoi, en mode ok. Il y a autre agent là. Ouais. Elle m'insulte, je m'en fous. Je suis dans une petite ville, je la connais. Enfin voilà, bon, voilà, c'est le cliché. Il dit non mais votre pote a voulu vous faire une blague, il est pas mort, il y a rien. C'est des histoires de légendes urbaines parce qu'il parle du crochet. Il lui dit justement je la connais moi aussi cette légende urbaine. Et il la prend pour une conne hein, quand même. Hein. Oui clairement oui. Donc, clairement, il la prend pour une conne. Encore une fois, les femmes sont pas très respectées dans ce cas. En même temps, c'est l'ex-princesse de Miss Sardine. Bon. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, elle l'insulte violemment. Lui, il prend un détour avec sa voiture. Puis, à un moment, il arrive sur une bagnole qui est en panne. Oh, surprise, c'est le tueur qui répare sa voiture. Il a bloqué la route exprès. Il a bloqué la route. Il passe par une petite ruelle. Forcément, le flic peut pas passer de la ruelle. Lui, c'est le gentil flic. T'es dans le village. Il sort, il va aller aider le gars qui a l'air d'être en panne. Sauf que forcément, c'est le tueur au ciré. Ouais. Et du coup, il tue le flic. Il le tue vite, hein. Franchement. Ouais, il met un coup de couteau dans le bide et c'est fini. Au revoir. Expédié le mec. Ouais, finito. De toute façon, il était là 5 minutes dans le film. Fin de tournage pour le flic. Hélène, elle est derrière la voiture de flic. Donc forcément, d'ailleurs, quand tu prends quelqu'un comme ça, un flic qui la raccompagne, il aurait pu la mettre passager. Pas derrière. Derrière, c'est pour les criminels. C'est les gens que t'enfermes. Ouais. Donc c'est complètement con de l'avoir mis derrière, mais c'est pour faire cette petite scène où, d'ailleurs, elle est coincée derrière. T'as ce trope et ce cliché que je trouve, aujourd'hui, heureusement, on le fait plus trop, mais le tueur qui marche lentement. J'en peux plus de ça. Ah oui, non mais. J'en peux plus. Le mec prend son temps, quoi. Il s'est dit, t'es en pleine rue, la vie est longue, devant tout le monde. Donc elle, forcément, elle a le temps de péter la fenêtre et de sortir de la voiture de flic. Ouais, d'ailleurs, elle pète la fenêtre assez facilement. Avec un coup de talon, hein, ouais. Elle s'en sort bien. En vrai, elle s'en sort plutôt bien. Donc elle sort de la voiture de flic. Entre-temps, t'as Julie qui a un éclair de génie et qui arrive à trouver que le père de Suzy était pêcheur. Oh, dis donc, tiens. Tiens donc. Mais alors... il a un ciré. C'est bizarre. Il doit avoir un ciré. Du coup, Hélène court à fond. Mais vraiment, je pense que c'est le plus gros sprint que Sarah Michelle Gellar ait fait dans tous ses films. Dans toute sa carrière. Non, mais vraiment, elle court vraiment à fond. Elle hurle, elle arrive jusqu'au magasin des Shivers. Ouais. Alors là, Elsa joue encore la connasse parce que elle tape à la porte en mode ouvre-moi s'il te plaît. Elsa fait l'inventaire comme on le savait. Ouais. Mais elle a l'air saoulée que sa sœur arrive comme une bourrin, mais sa sœur est paniquée. Ouais, ouvre-lui quoi. Ouvre-lui quoi. Tu vois bien. Elle fait quelque chose. Elle prend son temps. Hein. Ouais, elle prend clairement son temps alors que sa sœur elle est méga paniquée. Enfin, même si c'est pas un tueur, c'est peut-être un agresseur ou un truc comme ça. Enfin, il y a un moment tu ouvres la porte à la meuf et tu la laisses rentrer quoi. C'est trop bizarre en fait. Bon, de toute façon, ça va lui coûter la vie parce que si elle était un peu plus rapide, peut-être ça va passer par la porte. Oui, ça va être fin de tournage pour Elsa dans pas longtemps puisque le tueur rentre dans le magasin et la première personne qui chope c'est Elsa. Donc oui. En fait, il y a deux portes dans le magasin. Une porte arrière par laquelle elle est rentrée Hélène. Ouais, il se téléporte un peu le mec. Oui, encore une fois, il fait le tour du bloc. Hein. Ouais. Et une porte de devant que pendant que Hélène va appeler les flics, Elsa elle va fermer la porte de devant. Quand Elsa va fermer la porte de devant, forcément elle se fait trucider. Oui. Quelque part, vu que le personnage est affreux, un peu comme Barry, t'es un peu soulagé au final qu'elle soit morte. Hein. Quelquefois tu te dis finalement c'est pas plus mal. C'est une mort, on s'en fout quoi. Ouais. Le problème c'est que le téléphone a été coupé parce que. Alors il y a tout qui se coupe. Ouais, voilà. Alors. Le mec reste magicien. Il est fort. Hein. Parce que il coupe le téléphone, il coupe toute l'électricité. Sauf que au moment où on voit ça, on a un zoom sur Hélène et le mec en fait, il fait exprès d'être un espèce de mannequin sous plastique à ce moment-là. What the fuck? Comment il a coupé tout ça en restant immobile? Oui, mais j'aime bien l'idée. Parce que l'idée est cool, mais vu que t'as l'inventaire qui est fait, t'as toutes les statues de mannequins qui sont sous plastique et tu le sais tout de suite. Oui, tu pour le vois. Ce coup, j'aime bien, mais il aurait pu le faire dans le jour et pas dans la nuit. Bien sûr. En fait. Parce que en fait, c'était drôle de le faire dans le jour, en fait, je crois. Oui. Mais bon, en fait, je trouve l'idée géniale parce que tu vois, t'as toutes ces statues comme ça, tu sais que ça va arriver, mais quand ça arrive, t'as quand même un petit jumpscare de oh le bâtard. D'ailleurs, je pense que c'est le moment où il y a le plus de tension dans le film. C'est mon moment préféré en termes de tension. Parce que en fait tu vois tout à l'heure quand on pensait que il allait lui arriver un truc dans sa chambre à Hélène, mais en fait ils ont pas pris Sarah Michelle Gellar pour rien, c'est quand même une grosse star de la télé à ce moment-là. Buffy marche extrêmement bien, d'ailleurs on en reparlera, mais et il le tourne en même temps. Il tourne Buffy en même temps, elle est exténuée Sarah Michelle Gellar à ce moment-là, puisqu'elle tourne je crois Buffy une partie de la journée et ce film-là une partie de la nuit et une partie de l'après-midi. Ce qui pourrait expliquer que beaucoup de scènes de Hélène sont le soir. Oui.
Toi, tout à l'heure, tu disais, il y a eu un couple entre les deux, peut-être c'est pour ça aussi. Ouais. Bah d'ailleurs, là, on est encore la nuit, du coup. Ouais, hein, c'est, ouais. Du coup, il se jette sur elle, mais elle s'en sort. Je comprends pas ce qu'il fait à ce moment-là. Parce que, en fait, il aurait pu prendre coup 2 secondes. Hein. elle passe devant lui, il prend son crochet, il met un coup de crochet à la mur, c'est fini, il s'en va. Bah oui. Mais là, il se jette sur elle en mode, Non, mais j'ai envie de jouer avec. Ouais, exactement, c'est un chat. Le Bah tueur est un ouais, chat. non, mais c'est ça. Et Du coup, ouais, elle je arrive me à pose des courir questions. dans le magasin, ils courent entre eux, elle passe par un mont de charge. Par un mont de charge avec une corde, elle se soulève elle-même, là, comme ça, avec sa corde, elle met une plombe à monter. Ouais. Elle voit sa sœur qui est morte, d'ailleurs, elle se met à gueuler. Elle aurait pu mourir 50 fois. Déjà. Et le temps qu'elle arrive en haut avec son mont de charge, avec sa corde, le tueur est déjà là. Ah oui. Du coup, elle saute par la fenêtre. Elle tombe dans des cartons. Poubelle, là, ouais, une poubelle de carton, on dirait un truc de cartoon, honnêtement. Ouais. Et elle se met à courir dans des petites rues à la con. Dans de petites ruelles où elle a 2 doigts de rejoindre la fanfare, tu dis ça y est, Ouais, elle est sauvée. Une ruelle où il y a plein de pneus, puisqu'ils font ces pneus ici, on sait pas trop. Je sais pas, on n'a pas vu de garage ni rien, mais il y a plein de pneus dans cette ruelle-là. Donc elle se met à courir vers la fanfare. La chute. C'est ça. Elle se met à courir vers la fanfare et arrivée au bout de la rue, elle se retourne pour voir si le tueur il est pas là. Et en fait, quand elle se retourne vers la fanfare, il est là. Surprise. Surprise, motherfucker. Alors le mec commence à l'attaquer, mais alors la fanfare est juste à côté. Il y a pas quelqu'un qui voit qu'il y a un problème à gauche. Bah, il pourrait le voir. Alors ils expliquent qu'ils entendent rien parce qu'en même temps, il y a de la musique. L'artifice. Ils entendent rien. Il y a la fanfare, la musique. Des moments qui passent, tu vois, il y a un truc qui bouge dans ton champ de vision. Il y a un truc chelou. Mais ils sont un peu cachés dans les pneus. Tu vois, genre bon. Pourquoi pas? Allez. Donc, c'est la fin de qui cache, c'est bon. C'est la fin de tournage pour Sarah Michel Gellar, qui finit trucidée dans la ruelle. Voilà. 2 sur 2. Ouais, 2 sur 2, ouais. Pas 3 sur 2 parce qu'il y a Max, mais bon. Et Elsa, les victimes collatérales. Il fallait en tuer 4. C'est ça. Voilà. Et là, elle reconstitue le film. Elle va voir Ray. Ouais, on arrive sur la fin du film, hein, quand même. Ouais, ça y est. Enfin. Là, en fait, le tueur a mis du temps à aller tuer les 2 autres. Fallait laisser Sarah Michel Gellar sur plus de temps de tournage que ça, tu vois. Du coup, c'est la fin. On arrive sur la fin du film. Julie rejoint Ray. Et elle lui dit que Ben est le père de Suzy, qu'ils auraient pas tué David, mais qu'ils auraient tué le père. Ouais, David. Enfin, en fait, il y a un moment, j'ai fait plusieurs fois retour en arrière parce que j'ai pas compris l'explication sur le coup. Elle parle vite et paniquée, donc. Je crois que même les traducteurs VF avaient pas compris l'explication en VO. Ouais, non, c'est un peu confus. Et sur le coup, je me suis dit what the fuck. Comme le scénario. Ouais, voilà. Ouais. Et je crois qu'elle évoque même le fait que le père de Suzy aurait tué David. Oui, c'est ça. Il y a ce truc-là aussi, parce que il voulait se venger, parce que sa fille est morte, mais pas lui. Sauf que c'est sa théorie, mais d'un coup, elle parle de Billy Blue, et là, elle voit le nom du bateau de Ray, qui s'appelle Billy Blue. Et ouais. Il aurait pu chercher un meilleur nom, quand même. Ouais, complètement, ouais. Et un peu abruti, hein, quand même. Hein. Et il a pas les miens à tous les étages, le pauvre. Tout de suite, on se dit, bon, bah, c'est Ray le tueur. Ouais, on se dit que c'est Ray le tueur. Il commence à courser Julie sur le port, mais il se fait rattraper par un homme assez vieux qui lui met un grand coup de manchette, quoi. C'est ça. Il met un coup de manchette. Il a assommé là. Et il dit Julie, monte dans mon bateau. Elle réfléchit pas 2 secondes. Ouais, elle vient de se faire. Elle pense que c'est le tueur parce qu'elle a pensé que Billy Blue était le tueur. Elle monte dans le bateau. Elle se soucie pas du mec. Et là, quand elle arrive dans le bateau, elle voit plein de coupures de presse. Du coup, Julie, elle rentre dans le bateau du mec, et là, elle voit toutes les coupures de presse, machin, et là, elle commence à tilter. Elle commence à tilter qu'au final, Billy Blue, c'était pas le tueur, mais qu'elle vient de sauter dans le bateau du tueur. Parce qu'elle retrouve même, on voit même le pendentif I Love You qu'elle a fait tomber sur le ponton. Ouais. Donc bon, là c'est clair, c'est lui le tueur. Ouais. Et lui, il rentre sur le bateau, et elle lui dit, ah. C'est vous. Ben Willis. Bravo. Je vois que tu as fait tes devoirs de vacances. Bon devoir de vacances. Waouh, la punch nulle. Ouais, elle est nulle cette punchline. Mais moi je l'aime bien, je la trouve assez drôle quand même. Et du coup, entre-temps, donc lui, il démarre son bateau, Ray se redresse. Ah non, il démarre pas encore le bateau. Ray se redresse, il arrive sur du côté du bateau, et là, t'as l'impression que Ray, il fait partie un peu du truc. Parce que Julie, elle a peur des 2. Elle voit Ray... Pas encore. Ah. Le bateau a démarré déjà. Parce que Ray les suit avec un... Non, mais avant, il arrive, et en fait, elle sort à un moment du coin du bateau, t'as le tueur qui est dans le bateau, et quand elle voit Ray, elle va vers le proue de la proue du bateau, enfin le devant du bateau. Mais il est déjà en route, hein. Ray les a rejoints avec un petit skipper.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Il est. Et moi, j'ai l'impression, c'est trop bizarre parce que t'as l'impression que Ray fait partie du plan, qui fait partie du truc du. Parce que t'as l'impression qu'elle a la peur de Ray aussi à ce moment-là. Ouais, elle est dans le flou. Ouais, elle est dans le flou. Elle sait pas trop si Billy Blue est vraiment le tueur avec le tueur. Enfin, est tueur aussi ou pas, quoi. Bah, des moments dans ce genre de film, t'as 2 tueurs. Et moi, je me suis posé la question quand même si Ray s'était pas allié avec Ben. Jusqu'au bout, on a le doute. Bon. Mais du coup, lui, il est monté à l'arrache sur le bateau. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le bateau il décolle. Ray, il les suit avec une petite barque, un petit skipper là. Il arrive à rattraper le bateau, à monter dessus. Il se bat avec le tueur. Ouais. Il se fait défoncer une première fois. Il tombe à l'eau. On se dit bon bah c'est terminé. Ouais. Il arrive à s'attraper au filet de pêche. Ouais, voilà. Quoi. C'est au filet de pêche. Ouais. Pendant ce temps-là, t'as Julie qui est passée dans la salle des machines. Elle. Ouais. Elle essaye de suivre le tueur dans son bateau. En même temps, c'est ça, tu sautes à l'eau. Mais... Bah, c'est vrai, elle a pas trop le choix. Elle avait pas trop le choix. Elle arrive jusqu'à une pièce assez cool où c'est la pièce où on fout les crevettes et les trucs que tu pêches avec plein de glace. Sauf que forcément, c'est là où il y a les cadavres. Ouais, mais d'ailleurs, la glace, ça a pas l'air d'être un compartiment réfrigéré. Bah, quand t'as beaucoup de glace, ça peut rester quand même, mais oui. Ouais, mais là, il y a vraiment beaucoup de glace. T'as l'impression que c'est pas mouillé. T'as l'impression que c'est du cristal, quoi. Oui, bah, c'est de la fausse glace. Oui, c'est de la fausse glace, mais c'est mal fait, quoi. Oui, clairement. C'est ça que je voulais dire. Hein. On retrouve les cadavres. Ça m'a fait beaucoup penser à la scène de fin de, je sais pas si t'as déjà vu Paranoïaque avec Shia LaBeouf. Oui, j'avais oublié cette scène. Quand il tombe dans l'eau, tu sais, on pourrait le faire, ce film. Moi, je l'adore. C'est un plaisir coupable. Mais du coup, t'as tous les cadavres qui flottent et se retrouvent en plein milieu. Bah, c'est un peu ça, je trouve, honnêtement. Ouais. Et du coup, pendant un moment, il y a, donc elle se ressort par une espèce de trappe. Ray est toujours en train de se battre avec le vieux parce qu'il est remonté sur le bateau depuis qu'il est tombé. Et, elle crie, elle déconcentrée. Ah non, c'est là, elle crie, elle déconcentrée. C'est là, il tombe à l'eau comme un abruti. C'est juste avant, ouais, c'est ça. Mais là, à ce moment-là, elle est piégée. Elle est piégée par contre dans les glaçons. Il est de l'autre côté du bateau et il lance un genre de crochet dans la gueule du pêcheur. Ouais. Il lance le crochet dans la gueule du pêcheur qui lui s'assomme et il va ouvrir à Julie. Ouais, c'est ça. Qui elle a l'air tout aussi terrifiée. Et entre-temps, il y a un truc qui attrape la main du tueur. Une corde, ouais. Une corde. Et il tire lui sur un autre truc pour que la corde s'attache à la main, une poulie là. Lui, il monte tout en haut du bateau, ça lui coupe la main. Oui. La main vole dingue et lui il se fait rattraper par une corde, balancé sur le bateau et il finit dans la flotte. Ouais. Et à ce moment-là, il perd sa main et on voit le crochet qui rentre dans sa main et c'est la naissance du mythe du tueur au crochet. Et c'est on comprend que c'est ça la parabole. La boucle est bouclée. Ouais. Voilà, oui. On a compris quoi. Donc encore une fois, le type est pas mort. Enfin, on pense qu'il est mort. Il est laissé pour mort à l'océan. Voilà. Une deuxième fois dans le film. Non mais en fait, on finit le truc avec les flics. Oui. Donc la scène avec les flics où un flic dit on retrouve toujours le corps, mais on connaît le dicton, s'il y a pas de corps, il y a pas de mort. Oui. Donc on se doute que le mec ne doit pas être mort. Oui, d'ailleurs les flics leur posent juste une question en mode vous savez pourquoi ils voulaient vous tuer. Ouais. Bon, ils posent pas beaucoup de questions, les flics. Non, puis ça va très vite, là. On passe là 1 an après. Elle est retournée à l'université. Elle s'est remise avec Ray, a priori. Oui. Tout va bien. Elle a un téléphone portable. C'est une antiquité. Oui. J'adore ce téléphone. C'est une pièce de musée qu'elle a dans la main. Question que je me pose, c'est, tu sais, depuis tout à l'heure, dès que tu dis Ray, j'ai envie de dire m'a enculé parce que j'ai vu beaucoup Scary Movie. Et je me demande si dans Scary Movie, ils ont appelé Ray pour ça aussi. Bah, peut-être, hein. Ça doit être une référence à ce perso-là. Parce qu'à chaque fois que tu dis Ray, j'en peux plus. Ça me démangeait depuis le début de l'émission. Et du coup, on a l'épilogue, Julie est à Harvard, 1 an encore après. Elle téléphone avec Ray et tout. Donc elle quitte Ray au téléphone, elle va se laver dans la douche. Et puis elle voit un courrier. Ouais, sa coloc, deuxième scène de sa coloc, lui dit qu'elle a un courrier qui l'attend. Avant d'aller à la soirée de ce soir. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai oublié ce truc-là. Du coup, elle grosse flip, elle voit la lettre, elle flippe encore plus. Ouais, on dirait l'écriture du tueur. Hein. On dirait l'écriture de tueur, on croit qu'elle va sortir I know what you did last summer, quoi, du truc. Last summer. Et en fait, bah non, c'est juste une invitation à une pool party. Du coup, elle est toute contente, elle revient dans les douches. Plein de buée. Entre-temps, elle a été vite, hein. Ouais, elle a bu, la douche est chaude, hein. Ouais. L'eau, elle est à 70 degrés, hein, à mon avis. Elle est à 200.
Elle rentre dans la douche et elle voit I Still Know sur la bouée qui est marqué très très beau, très Ouais. Ah, c'est très bien bien écrit. Il a écrit. pris du temps pour écrire ça. Ouais, il a pris du temps et là, elle regarde ça un peu pétrifiée et quelqu'un passe à travers la vitre et fin de film. Fin du film. Moi, j'ai fini en me disant, jumpscare final, le tueur passe à travers la vitre, tue Julie, fin du film. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, mais en fait, il y en a un 2 et un 3, donc et un 4 puisqu'il y a celui de cette année qui est sorti. En fait, je me suis fait spoiler par le casting. Oui, bah oui, forcément. Puisque Julie, jouée par Jennifer Love Hewitt, est de retour dans le film de cette année. Donc on se doute qu'elle n'a jamais été tuée. Ouais, super. Bilan général. Désolé, je vous ai spoilé. Souviens-toi les derniers 2 et 3 du coup. Est-ce que c'est vraiment un spoil? Perso, bilan général, je trouve que c'est rempli de clichés à l'appel. La VF est désastreuse, hein, j'ai dit tout à l'heure, mais je le pense sincèrement. Et la tension, elle a pas du tout fonctionné sur moi, honnêtement. Ah mais il y a aucune tension dans le film. Pas une seule fois. Pas une seule fois j'ai eu peur. Le seul moment où il y a de la tension, c'est le moment où Sarah Michel Gellar elle court dans la rue. C'est le seul moment. Et encore. Ouais, et encore, mais vraiment. Bon, on n'est pas les seuls à le penser parce que la réception critique, je le disais tout à l'heure, mais elle a pas été folle parce que la presse suède, elle était un peu tiède par rapport au film. Elle l'a accusé, à raison, je trouve quand même, d'être une pâle copie opportuniste de Scream. On l'a dit tout à l'heure, hein, mais justement, le scénario, il l'avait déjà depuis un moment. Le roman, c'est un roman jeunesse de Lois Duncan qui a été écrit en 73. Et l'écriture du scénario était fait vite. C'est Kevin Williamson, tu le disais tout à l'heure, le scénariste de Scream, qui l'a écrit. Il avait déjà ce script depuis 90, mais ils l'ont réécrit à la va-vite à la suite de Scream, et du coup forcément la presse a trouvé que c'était vachement opportuniste, et c'est le cas. Rotten Tomatoes, sa note elle a 45%, c'est pas fou honnêtement, mais c'est ce que ça vaut. Pourtant Rotten Tomatoes, ils ont eu un scandale sur des manipulation de notes il y a quelque temps. Ouais. Donc comme quoi la note n'est pas si manipulée que ça du coup. Voilà. Par contre le public était beaucoup plus enthousiaste que la presse. C'était un popcorn, un slasher popcorn. Ouais, c'est un slasher popcorn. Pour les ados, ça a très bien marché pour les ados à cette époque-là. Beaucoup d'ados au ciné. Hein. Moi je trouve ça très cliché, convenu, et voilà c'est tout. Mais tout le monde est cliché, tous les persos sont clichés. Ouais, y a rien Même quand tu veux les faire intelligents, ils sont clichés. Aujourd'hui, c'est vu comme un classique plaisir coupable des années 90. Honnêtement, je leur conseillerais même pas en tant que plaisir coupable de film d'horreur de cette époque-là. Limite, je préférais beaucoup dire, regardez Scream si vous voulez voir un slasher. Scream est bien meilleur, hein, mais comme je l'ai dit, c'est Wes Craven. Il est très connu pour les films d'horreur. Hein, ou même dans un genre un peu différent, mais Jeepers Creepers, tu vois, à la limite, tu vois, si tu veux, mais pas ça. Honnêtement, pas ça. Je leur recommanderais vraiment pas. Non, je leur recommande pas non plus. Je sais pas quoi dire là-dessus. Moi, c'est un peu un plaisir coupable aussi que j'ai parce que j'aimais beaucoup Buffy, Sarah Michel Gellar, tout ça à cette époque-là. Ouais, c'était bien quand j'avais 16 ans. Et pour l'époque, c'était pas très bien, mais c'était pas non plus très moche. Non, c'est vrai. Mais ça a très mal vieilli. Ça a hyper mal vieilli. Les scènes ont très mal vieilli. La manière dont c'est filmé, la réalisation, musique, tout. Il y a rien qui sort. La seule chose qui en est sortie, c'est un couple. C'est le moment Instant People. Je sais pas si tu le savais, mais c'est Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. et Sarah Michel Gellar qui se sont mis ensemble à ce moment-là. Et ils sont toujours ensemble depuis. Ah ouais, ils sont toujours ensemble. Étonnamment, tu vois. Depuis 2002, ils se sont mariés en 2002 et ils sont toujours ensemble. Donc c'est l'instant people. Ça n'arrivera pas souvent dans le podcast, c'est rare, mais pour le coup. Ouais, mais ça n'arrive pas souvent que ils restent mariés aussi longtemps aussi, les acteurs et les actrices. Peut-être que mes sources sont faussées, à vérifier quand même, mais moi de ce que j'ai vu. Bravo, mais ça existe. Hein. Il y a quelques acteurs actrices qui sont mariés et qui durent pendant des années et des années, mais bravo, c'est pas souvent. Pour la petite histoire, le film a été tourné, donc du coup tu l'as dit, en Caroline du Nord, à Southport justement, qui est un vrai petit port de pêche, ça a été un tournage assez horrible en termes de temps, puisque c'était un tournage très humide, pas sexy du tout, quoi, parce que beaucoup de brume, ils étaient obligés de faire, ils ont fait une course poursuite à 4 heures du matin, c'était super dur à faire, tout le monde était crevé, les ruelles étaient glissantes, c'était un enfer. Il y a un petit truc sur le maquillage du tueur à l'origine qui faisait flipper tout le monde, même sur le plateau. Le mec faisait flipper tout le monde. Donc voilà. De ce que j'ai vu à l'origine, dans les anecdotes, il portait vraiment le ciré, le crochet pour être dans le rôle. Ouais, il portait vraiment ça sur le tournage, il faisait vraiment flipper tout le monde. Donc voilà, même dans les coulisses, le mec était dans son rôle.
Et puis ouais, voilà, c'était beaucoup de tournages nocturnes par rapport à Sarah Michelle Gellar et son rôle de Buffy. Après, si vous voulez voir le film, allez-y, vous pouvez, hein, ça vous fait une culture. Si vous êtes maso, vous pouvez y aller. Ça fait la culture. Ouais, effectivement. Ça fait la culture. C'est un cas d'école, hein. Ah oui, clairement. Moi, je pense que c'est un cas d'école en termes de la manière dont il a vieilli, tout ça. Après, il y a plein d'autres films qui... Je trouve que comme beaucoup de films dont on parle, ils sont vraiment ancrés dans leur époque, et c'est un peu des photos, tu sais, des photos de leur époque, et ça retranscrit tout ça. Et pour ceux qui sont un peu curieux des années 90, allez-y, parce que c'est du pain béni. Après, moi, quand je regarde ce genre de film, je me dis que quand même, il y avait un truc à cette époque-là quand même. Comment dire, je pense que c'est de la nostalgie qui parle à travers nous aussi, quand même, tu vois. Ouais, il y a de la nostalgie, il y a beaucoup de nostalgie qui parle à travers nous, mais j'ai envie de dire, enfin après, c'était pas, il voulait pas faire un nanar le mec, mais je trouve qu'aujourd'hui un film comme ça, en mode, on se prend au sérieux, ça avait l'air sérieux à l'époque, oui, et ça le sera plus tard. Je sais pas si on en a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont soit bons, soit nuls, quoi. Tu vois. Ils veulent volontairement être mauvais. Ouais, voilà. J'avais vu un truc de quelqu'un qui disait que les vrais nanars n'existent plus, parce que les gens créent des, tu vois, genre Piranha 3D, là, c'est pas un vrai nanar parce que c'est un film Sharknado, des trucs comme ça, c'est fait pour. Alors que là, ils l'ont conçu en mode sérieux et tout. Et y a rien qui va. Et au final, ça devient un nanar au final, quoi. Donc, enfin, plusieurs années plus tard. Mais ouais, c'était pas prévu comme ça, et pourtant c'en est un. Alors, je pense qu'il est très nanardesque quand même. Oui, sur clairement. La manière dont c'est fait, la manière dont est amené l'explication du tueur, c'est incompréhensible. Et ça met une plombe à tuer quelqu'un, quoi. Non, mais tu vois, c'est pour un slasher, ça met une plombe à démarrer. Je trouve que rien n'est bien écrit, même les dialogues, je sais pas, d'ailleurs, moi je l'ai dit, hein, ma phrase préférée, c'est faire de la choucroute sur la tête de Sarah Michelle Gellar. Je sais pas, quelle est ta phrase préférée, toi, pour le coup? J'en avais noté quelques-unes, et moi, ma phrase préférée, ouais, il faudrait que je la choisisse parce que, il y en a pas mal que j'aime beaucoup quand même. Attends, ouais, j'aimais bien la phrase du flic à la fin, qui veut tout dire en mode, on retrouve toujours le corps. Ça, c'était une des phrases que j'ai beaucoup aimé, mais sinon, en phrase rigolote, c'était surtout au début du film. Moi, j'aimais bien tu sais, le dialogue, tu n'as quand même pas l'intention de t'en aller sans me dire adieu quand même. Moi, si. La violence de ce dialogue. La violence de ce dialogue me dit, waouh, ils ont aucune empathie pour leur personnage, quoi. En tout cas, c'était le premier, film d'horreur qu'on traite. Moi, c'est un truc que je me suis vraiment dit en le finissant, parce que je l'ai vu le lendemain d'avoir vu Évanoui. J'étais voir Évanoui cette même semaine. Weapons en anglais, le nouveau film horreur. Et encore même Weapons, je sais pas si je le considérais comme un film d'horreur. Je le considère plus comme un film de thriller horrifique. Ouais, je dirais que c'est un film d'horreur quand même. Moi, c'est un thriller fantasy horrifique, tu vois. Mais j'adorais. Hein. Franchement, je trouve ça très bien. Même s'il y a quelques petits défauts. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se déguiser cet Halloween en tante, elle s'appelle comment déjà? Ah, je sais plus son nom. Tante, j'allais dire Gertrude, mais c'est pas Gertrude. Non, mais ça pourrait, hein, mais c'est une tante Gertrude, quoi. Ouais, mais ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déguisements de ces personnages. Comme à une époque, il y avait beaucoup de gens avec des stirets jaunes et un crochet. Et tu vois, c'est là où je me suis dit, les films d'horreur qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait il y a 30 ans ont beaucoup changé. Après, c'est plus la même ambiance. Pendant très longtemps, on a quand même fait beaucoup de films d'horreur avec des screamers, parce qu'on pensait que les screamers faisaient peur. Alors oui, ça fait sursauter, mais l'horreur, c'est pas ça, oui. C'est Tante Gladys. Tante Gladys, merci. Mais l'horreur, c'est pas des screamers, l'horreur, c'est une ambiance. Et comme je le dis, moi, Sinister, c'est un des films qui m'a fait le plus peur. Je l'ai pas fini. Hein. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Et pourtant, c'est toute l'ambiance. Ouais, en plus, j'adore Ethan Hawke, mais c'est toute l'ambiance qui fait tout. En plus, je l'ai regardé dans des conditions à un mois de novembre pendant une tempête à 2-3 heures du matin. Je suis dans une condition un samedi soir, il y avait un arbre qui tapait le long de ma fenêtre. Et je me suis dit, c'était pas une bonne idée, mais bon. En tout cas, c'était encore un super moment avec toi, Franck. Pareil. Je pense qu'on a fait le tour. On a été encore une fois quasiment plus long que le film. Je pensais vraiment pas qu'on allait faire 1h45. Le film fait 1h40. Ouais, tu vois, on a été plus long, c'est bon. Ouais, t'es un peu plus long. Gagné. Mais après, on parle aussi bien sûr, tout le truc autour. Enfin voilà, donc. Mais on espère que ça vous apporte un peu de culture aussi sur le cinéma de manière générale, bien sur sûr. Les acteurs. Ça vous fait remémorer des choses et des souvenirs. C'est le concept. Hein. En tout cas, c'était le vrai dernier blockbuster de l'été. Le prochain épisode qu'on fera sera vraiment
un de mes choix personnels. J'ai très hâte de faire cet épisode. Je n'en dirai pas plus. Ah, moi j'ai très hâte aussi. J'adore ce film. J'ai très hâte. C'est un de mes films préférés de cet acteur-là. Voilà. De ce grand acteur des années 80-90. Pour les personnes qui sont restées jusqu'à maintenant, vive demain parce qu'on enregistre demain l'épisode suivant. Ouais, j'aurai toujours la voix cassée pour le prochain. Vous l'aurez 2 semaines plus tard, mais j'ai toujours la voix cassée. En tout cas, merci à tous d'être encore là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye de changer pas mal de choses en ce moment, notamment le format des énigmes. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast aujourd'hui. Et on va essayer aussi de faire quelques formats courts. Ça devrait arriver au fur et à mesure. En tout cas, on vous remercie d'être encore là, de nous écouter. Ouais, on a des idées. Et n'hésitez pas à venir, pas mettre des commentaires sur les énigmes, savoir si vous avez deviné tout ça, et nous dire si vous aimez le nouveau format des énigmes. C'est ça. On pense aussi peut-être faire un format où on parlerait des films qu'on a vus récemment et on en ferait une petite critique écrite sur l'Instagram. On va voir tout ça. Rien n'est figé dans le marbre. En tout cas, merci à tous d'être encore là. Nous, on vous laisse. On vous dit une bonne journée à tous. Et puis, Franck, tu peux clôturer par le mot de la fin. Le mot de la fin, allez au cinéma et regardez des films. Allez, ciao. Salut.